finalement des évolutions, que ce soit dans la connaissance des maladies, des diagnostics ou là des recommandations, souvent pour mettre en place soit des webinaires, c'est ce qu'on a pas mal lancé l'an dernier et même avant avec la crise Covid. Et puis on aime bien aussi faire du présentiel et donc c'est l'occasion ce soir de traiter d'un sujet qui est somme toute plus qu'intéressant et qui concerne certainement beaucoup de monde, sur la conduite, les troubles du sommeil et les enjeux de responsabilité médicale. Alors déjà, je voudrais remercier nos partenaires qui nous donnent la possibilité d'organiser cette réunion et surtout d'assurer l'ensemble de l'intendance. Ça va être quelque chose d'important à la fin de cette réunion. Et donc, il y a 3 interventions qui sont programmées. Donc, je vais les laisser se présenter. Le docteur Valérie Martin-Clair, le docteur Christophe Joly, et puis je n'ai pas noté la personne médicale, je pense, mais elle se présente. Voilà. Et je sais simplement que vous êtes byzantine de naissance, donc quand même c'est quelque chose d'important. Voilà, en tous les cas, bon début, bonne réunion, bonne présentation, et on est très heureux de compter sur vous. Valérie, c'est à vous. Je vais quand même me présenter un petit peu. Donc moi je suis le docteur Martin-Clair. Peut-être que certains me connaissent au moins par les courriers, donc je suis neurologue et je travaille à ILIPS depuis 2018. Donc là, je suis plutôt en charge, entre guillemets, des gens qui dorment trop, donc de l'hypersomnolence. Voilà pourquoi j'interviens ce soir. Donc on va faire un petit quiz déjà pour vous aider, parce qu'on a mis dans la pénombre, donc il ne faudra pas dormir. Donc on va vous poser quelques questions, et pour ça, donc vous devez cacher, voilà, c'est assez moderne. Oui, c'est assez moderne. On va aller sur la première question. Quel est le test médico-légal qui autorise le conducteur traité pour somnolence à reprendre la conduite? Voilà, donc la réponse correcte, c'est le test de maintien d'éveil. Donc on en parlera tout à l'heure. Donc c'est bien, parce qu'il y a des gens qui vont quand même apprendre 2-3 trucs. Je peux aller sur la suivante. Donc, à qui le somnologue peut-il adresser le compte-rendu de la polysomnographie d'un conducteur de bus scolaire? Une majorité, c'est bon, a répondu aux patients et aux médecins traitants. C'est la bonne réponse. Troisième question. Quelle place tient la somnolence dans le risque d'accident de la voie publique? Donc la bonne réponse, c'est la 3e place. Donc la première place, c'est l'alcool et les psychotropes. La 2e, c'est la vitesse excessive. La 3e, c'est la somnolence. Et la 4e, c'est franchement les problèmes techniques, soit voilà. Donc la somnolence, c'est quand même la 3e. Chez un conducteur de catégorie 2, traité pour un syndrome d'apnée du sommeil, quel index d'apnée résiduelle permet au médecin agréé du permis de conduire de le juger apte à la conduite? Et la bonne réponse est vous êtes contente qu'il y ait un piège. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, et puis ça c'est l'objet des prochaines discussions. Donc ensuite, l'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite automobile est-elle la même dans tous les pays de l'Union? Et la réponse est non. Donc je crois que c'est la même en France, à Chypre et en Suède. il n'y a aucune évaluation médicale. Aucune évaluation médicale. Voilà. Donc c'est bien, vous allez apprendre des choses. Donc je dois vous parler de la somnolence. Donc on va commencer un petit peu par essayer de définir la somnolence. Donc la somnolence, c'est une condition physiologique qui se traduit par une baisse du niveau d'éveil et des performances cognitives réversibles par le sommeil. Donc on est somnolent quand on ressent qu'on a besoin de dormir. Et on est vigilant, l'état de vigilance, c'est l'état de réactivité à l'environnement dans lequel on se trouve quand on est éveillé. Donc c'est 2 systèmes qui s'opposent et ces deux états
sont sous la dépendance du système du sommeil. Donc le sommeil, c'est un processus dynamique qui va opposer, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le mécanisme physiologique du sommeil, mais pour schématiser un petit peu, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc le sommeil, c'est un processus dynamique qui va opposer deux systèmes, la dette homéostatique et le rythme circadien. Donc la dette homéostatique, c'est l'augmentation de la pression de sommeil au fur et à mesure du temps de veille, de la durée de veille, et qui disparaît pendant le sommeil un petit peu comme un sablier qui se viderait pendant le sommeil. Et le rythme circadien, c'est un processus biologique endogène qui globalement produit un rythme sur 24 heures et qui alterne les états de veille et de sommeil. Alors dans les conditions normales, ces deux processus combinés sont en phase et donc je crois que c'est avec ça qu'on voit, voilà ici. Donc en gros, autour de minuit, le besoin de sommeil, la pression de sommeil est maximum, les deux systèmes étant en phase. Donc j'ai oublié de vous dire que le rythme circadien endogène est également dépendant de la lumière. Et dans les conditions normales, on a envie de dormir quand il fait nuit et on est éveillé quand il fait jour. Donc on voit que effectivement, comme la pression de sommeil est maximum autour de 23 heures, donc on va dire autour de minuit et 3 heures du matin. Donc quand on regarde les statistiques d'accidents mortels sur autoroute, donc ici, vous avez ici les... Donc sur une période donnée, donc il y a un accident mortel sur deux qui survient entre minuit et 10 heures. Et sur cette même période, c'est 17% des accidents se concentrent entre 6h et 8h. Mais si on rapporte le nombre d'accidents finalement à l'intensité du trafic, on voit que la majorité des accidents mortels se produisent avec un pic entre 3h et 4h du matin, ce qui correspond tout à fait au maximum de la somnolence que l'on peut avoir. Donc il faut différencier quand même la somnolence normale. Donc c'est normal d'être somnolent le soir au coucher, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer par rapport au processus dynamique du sommeil. Donc le soir au coucher, après le déjeuner de midi, c'est normal d'être somnolent. Donc s'il y a quelqu'un qui dit après le repas de midi, je pique du nez, ce n'est pas une condition anormale, c'est normal. Après une soirée festive, après une nuit blanche, parce que de cette manière, vous allez augmenter très fortement la pression de sommeil. Et la somnolence pathologique, c'est en dehors de ces circonstances, la somnolence dans la journée, elle n'est pas normale. Alors, je voulais d'abord, voilà, la somnolence pathologique, on peut la définir par des accès de somnolence de plus de 2 fois par jour, plus de 3 fois par semaine, depuis plus de 3 mois. Il y a une notion de chronicité, et si on applique ces critères, c'est à peu près 5% de la population générale. C'est déjà pas mal.
l'hyperglycémie, l'anxiété, la dépression, le surmenage. Hein, beaucoup de gens en ce moment, en consultation, beaucoup de gens sont surmenés, ils sont fatigués. Ils ont les deux souvent, la fatigue et la somnolence. Voilà, en pratique clinique, quelle échelle fait le diagnostic de la somnolence? Qu'est-ce que vous diriez? Donc, soit l'échelle des Epworth, l'échelle de Stanford, Karolinska, aucune. Donc, effectivement, aucune. Hein, voilà, parce que c'est trop facile. Il n'y a pas. Et pourquoi? Parce que, en fait, aucune échelle ne peut faire le diagnostic, parce que c'est un auto-questionnaire. Donc, le patient. Comment dire, il peut très bien falsifier. Par exemple, s'il ne veut pas qu'on sache qu'il est somnolent, il va mettre 0 partout sur l'échelle. Et puis c'est aussi le degré de comment il perçoit sa somnolence. Et si le patient remplit le questionnaire avec son épouse, ça ne va pas être la même chose, quoi. L'épouse va trouver beaucoup plus somnolent que lui-même, par exemple. C'est ce qu'on voit régulièrement dans les consultations, etc. Donc il n'y a pas en pratique clinique, il n'y a pas d'échelle qui fait le diagnostic. Un ensemble de choses. Donc ça aide. Donc il y a des échelles, je dirais, subjectives, voilà. Mais elles sont basées sur le principe, sur le postulat que plus on est somnolent, plus voilà, on va s'endormir vite. Donc là, vous avez celle qui est la plus courante, c'est l'échelle d'Epworth. Donc il y a 8 items qui sont des items où quelles sont les chances de vous endormir dans des circonstances de la vie quotidienne quand vous ne faites rien. Mais je pense que vous connaissez quand même tous cette échelle. Lorsque vous êtes assis en lisant un livre ou le journal, en regardant la télévision, assis inactif dans un lieu public, salle d'attente, si vous êtes passager d'une voiture ou d'un transport en commun qui roule depuis plus d'1 heure, en étant allongé après le repas de midi, en étant assis en parlant avec quelqu'un, en étant assis après un repas sans alcool, en étant au volant de la voiture au cours d'un arrêt de la circulation de quelques minutes. Donc voilà ce genre de questionnaire, le patient le fait très rapidement, c'est moins de 5 minutes, enfin, en principe. Alors il y a toujours celui qui va vous dire mais je n'ai pas la télé, ou je ne lis pas. Voilà. Il faut bien leur préciser les circonstances, c'est-à-dire même si vous ne lisez pas, ou même si imaginez-vous dans ces circonstances. Il faut bien préciser aussi à quel moment, dans quelle amplitude on attend des réponses. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas la nuit qu'on va faire le questionnaire, c'est le matin entre 8h et 20h en gros. Voilà. Donc c'est quand même une échelle qui est fiable, qui se remplit facilement. C'est un auto-questionnaire. Par contre, elle n'est pas très bien corrélée avec les tests objectifs dont on parlera tout à l'heure, le test de latence d'endormissement. Mais bon, elle est quand même utile en pratique clinique. Donc, ce qui est très bien, c'est de pouvoir, dans l'idéal, c'est de pouvoir le coupler avec un agenda de sommeil. Donc, des agendas de sommeil, il y en a 10 000, si vous allez sur Internet. Celui-ci, je l'ai pris sur le site Réseau Morphée, qui est vraiment un site où on trouve tout ce qu'on veut sur le sommeil. Et puis, l'idéal, c'est de pouvoir le remplir sur une dizaine de jours ou une quinzaine de jours. Donc, je ne vous explique pas comment on fait le questionnaire. Donc, Valérie m'a prêté des agendas qui sont faits de vrais patients. C'est sûr que la somnolence, elle ne va pas être la même, elle ne va pas être, il faut la critiquer. Si le patient dit qu'il est somnolent et qu'il a un agenda comme ça où il est très très régulier, c'est pas la même chose que ça où le patient travaille, c'est un patient qui est en rythme régulier, c'est pas la même chose que ça, ce qui est un agenda de sommeil d'un patient qui travaille en horaire décalé. Donc, si le patient qui dit qu'il est somnolent, on tient compte de ce qu'il fait, etc., de son rythme de travail, de sa régularité de travail, etc. Donc il faut rester quand même critique par rapport, et puis évaluer son hygiène de vie et son rythme de veille et de sommeil. Donc l'échelle, la gravité, c'est anormal si c'est au-dessus de 10. Donc la somnolence, elle est modérée entre 11 et 14, sévère entre 15 et 17, et très sévère entre 18 et 24. Donc voilà ici
une diapo sur la prévalence élevée de l'hypersomnolence. Donc, vous avez ici donc les scores des PORS au-dessus de 10 et au-dessus de 16. Donc, par sexe, donc vous voyez qu'il y a quand même à peu près, on va dire en gros, grosso modo, 25% de la population qui a une hypersomnolence, soit modérée, soit sévère. En général plutôt modérée, et avec un peu plus de femmes que d'hommes. Et puis, si on regarde ici l'hypersomnolence par tranche d'âge, donc on voit qu'elle prédomine chez les 18-34 ans. Ça, c'est des écrans. Et puis après, ça diminue un petit peu, mais ça reste aussi dans les populations plus âgées, donc 65 ans. Donc c'est quand même assez important, la prévalence des hypersomnolents. C'est un motif quand même très fréquent de consultation dans les centres de sommeil. Et c'est quand même aussi... l'hypersomnolence, ça impacte quand même la qualité de vie, ça peut entraîner des problèmes au travail, les performances académiques, professionnelles, les accidents, etc. Alors, il existe une échelle de sévérité de la somnolence au volant. Bon, elle est quand même très courte, cette échelle. Il y a une seule question à poser. Avez-vous déjà conduit dans l'année précédente en souffrant d'un épisode de somnolence au point de rendre la conduite pénible, de réaliser des franchissements de ligne ou de vous obliger à vous arrêter? Non, jamais. Oui, au moins d'une fois par mois. Oui, au moins une fois par mois. Oui, au moins une fois par semaine. Bon, alors ce test est davantage évidemment mieux corrélé au test objectif de mise en évidence de somnolence. Et elle doit quand même conduire à poser effectivement des questions sur les conditions de conduite. Dans quelles conditions il y a cette somnolence, et puis voir également finalement quelle est la perception du patient de sa somnolence et quel comportement il va adapter à cette somnolence. Ce test-là, ce qui est préconisé, c'est de le faire systématiquement lorsqu'on fait un test de maintien d'éveil. Alors enfin, l'échelle de fatigue de Pichot. Donc c'est aussi un auto-questionnaire. Donc le patient, il est censé le faire lui-même. Bon, en général, il n'y a pas de problème, il le fait tout seul. Et lorsque le total est supérieur à 22, c'est en faveur d'une fatigue excessive. Voilà. Donc c'est quand même, en général, nous, on fait les deux questionnaires, les PORS et le Pichot, et ça permet quand même d'avoir une bonne discrimination. Et puis, l'échelle de dépression, parce que vous avez tous répondu, enfin tous, il y a beaucoup qui ont répondu dépression, et vous avez raison, parce que ça intervient dans tous les troubles du sommeil. Donc c'est quand même très, très important de dépister une dépression. Donc nous, il y a plusieurs échelles de dépression. Enfin, bon, il y en a une qui est quand même très facile à faire, c'est celle de l'HAD. Elle est facile. Et donc en fait l'HAD, c'est une échelle à la fois d'anxiété et de dépression. Et vous avez des items qui sont intercalés. En gros, si vous avez un score supérieur à 10, que ce soit pour l'anxiété ou la dépression, vous êtes anxieux ou vous êtes dépressif, il faut envoyer vers un psy. Voilà. Et puis moi j'utilise la BEC, elle est un peu plus longue, et le score, le cut-off, c'est 20. Lorsque on veut dépister une somnolence, il faut faire toutes les échelles. C'est important de faire tout. On ne peut pas se baser que sur une échelle des PORS, par exemple. Donc c'est important de tout utiliser, et ça permet aussi de pouvoir ensuite s'orienter sur une étiologie. Donc les tests objectifs, donc ça c'est des tests qu'on fait en laboratoire du sommeil. Donc je ne vais pas tout détailler, mais vous donner quelques principes de ces tests. Donc, c'est basé sur le fait que plus on est somnolent, plus on s'endort vite. Donc le test qui va permettre de mesurer la propension du sujet à s'endormir en journée en l'absence de stimulation, c'est le test itératif de latence-endormissement. On abrévie-t-il. Donc ça, c'est des procédures qui se font au laboratoire du sommeil. Ce sont des procédures de réalisation standardisées. Tout le monde, dans tous les laboratoires du sommeil, on fait tous pareil. Et bon, ce qui est conseillé, plutôt recommandé, c'est de faire une polysomnographie avant.
la procédure elle est simple en fait. Donc en laboratoire du sommeil, le sujet vient, il a une chambre, il est allongé dans son lit et il a pour consigne 4 ou 5 fois dans la journée de s'allonger. Et la consigne c'est ça, allongez-vous calmement, fermez les yeux et ne luttez pas contre le sommeil. Donc voilà, s'il a envie de dormir, il dort. Donc on va interrompre le test au bout de 20 minutes si le sujet n'est pas endormi, ou après 15 minutes après son endormissement. Pourquoi on l'interrompt après 15 minutes après son endormissement? Vous n'avez pas d'idée là-dessus? Non. Bon, alors, de toute façon, c'est en sommeil profond. Alors, c'est justement pas le sommeil profond qu'on recherche là, c'est plutôt le sommeil paradoxal. Quand il arrive en moins de 15 minutes, ça peut être un argument pour une narcolepsie. Parce que les endormissements au sommeil paradoxal font partie des critères de narcolepsie. Donc, on va faire la moyenne des latences d'endormissement, c'est-à-dire du temps que le sujet met pour s'endormir après le déclenchement du début du test. Donc, les tests, c'est en général 9h, 11h, 13h, 15h, 17h. Et on va faire une moyenne de latence d'endormissement, ça c'est la mesure principale. Donc on va considérer cette latence franchement pathologique si la latence moyenne est inférieure à 5 minutes, pathologique si elle est inférieure à 8 minutes, douteuse entre 8 et 10. Voilà. Et donc l'endormissement en sommeil paradoxal, qui arrive dans moins de 15 minutes après l'endormissement, il faut que ce soit plus d'un test, c'est anormal. Donc les sujets qui n'ont pas de plainte de sommeil, de somnolence, s'endorment en plus de 10 minutes habituellement, et les sujets somnolents en moins de 10 minutes. Voilà. Et donc si on met en évidence une somnolence, et ça c'est l'objet de la présentation suivante évidemment, donc conformément à l'article et tout ça on vous le redira, tout trouble de la vigilance est une contre-indication à la conduite automobile. Donc ça je pense qu'on va largement en parler après, je ne vais pas insister. Et juste une petite question, quand vous faites ça, vous mettez donc une électrode. Alors, je n'ai pas insisté sur la partie technique Pour savoir si c'est du sommeil paradoxal ou du en fait, on ne met pas une électrode, et je vais vous montrer ensuite. Voilà. Donc, le patient, il est équipé comme ça. Il a effectivement des électrodes cérébrales sur un système international, etc. Donc, il y a 6 électrodes, c'est très standardisé. Donc, ça, c'est ce qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale de sommeil. Je ne vais pas trop détailler parce que c'est pas franchement. Donc voilà, donc je ne vais pas insister sur cette partie-là parce que je pense qu'effectivement ça sera redit après. Donc par contre, pour évaluer, le sujet peut être somnolent, mais il peut aussi avoir quand même une capacité d'éveil. Donc si on veut savoir s'il veut conduire, puisque c'est finalement l'objet de la présentation suivante aussi, et puis de la soirée, il faut montrer qu'il est capable de rester éveillé. Donc comment on fait? On fait un test de maintien d'éveil. D'accord ? Donc c'est le test qui permet de mesurer la capacité du sujet à rester éveillé dans la journée. Là aussi, c'est une procédure de réalisation standardisée, donc c'est la même procédure avec les électrodes, etc. Et ce qui est recommandé, c'est de faire une polysomnographie auparavant. Donc là, le sujet, il est installé dans un fauteuil en semi-pénombre. Et il a comme consigne lors des 4 sessions, donc généralement 10h, 12h, 14h et 16h, de rester éveillé, lutter contre le sommeil le plus longtemps possible, garder les yeux ouverts, regarder devant vous. Donc il n'a pas le droit d'écouter de la musique, de regarder son téléphone, de se passer, de regarder la télé, etc. Il ne peut rien faire. C'est quand même assez difficile. Voilà, et donc on fait pareil, la moyenne de latence d'endormissement des tests, et on considère que le patient est très somnolent si la latence d'endormissement est comprise entre 0 et 19 minutes, somnolent si la latence est comprise entre 20 et 33 minutes, éveillé si la latence est supérieure à 34 minutes. 34 minutes, et le test, on l'interrompt au bout de 40 minutes. Voilà, donc c'est ce qui conditionne la reprise de la conduite automobile pour les professionnels de la route et les patients qui souffrent de somnolence. Donc ça, c'est l'arrêté dont on pourra ultérieurement, je pense. Et c'est un test médico-légal obligatoire pour les détenteurs de permis. En pratique, je n'ai pas l'impression qu'on en voit tant que ça. Mais bon. C'est un peu facile de boire un litre de café avant de venir faire son enregistrement dans la journée, quoi. Oui, mais bon, c'est quand même réussi, donc on ne peut pas...
Donc, ce qu'on peut faire également pour mesurer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un allongement du temps de sommeil. Donc c'est un enregistrement polysomnographique continu. Alors, dans certains laboratoires, on va dire riches, ou en tout cas c'est souvent en milieu hospitalier, on peut faire des enregistrements continus sur 24, 36 ou 48 heures pour savoir que le patient dort. Donc, mais bon, c'est pas forcément très standardisé. Il n'y a pas d'harmonisation des procédures de réalisation d'un labo. On n'en fait pas. Ici, on est un service ambulatoire, on peut pas. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer comment le patient est équipé, uniquement pour les tests, parce que sinon, c'est pour la polysomnie, il y a aussi du matériel pour l'enregistrement de l'apnée, etc. L'actimétrie, elle peut être utile aussi, donc c'est un genre de montre. J'aurais dû mettre une photo, mais je n'ai pas pensé. Donc c'est un genre de montre qui mesure le mouvement. Donc en général, on met cet actimètre sur le bras non dominant, et puis on va demander au sujet de le garder. Alors ça peut être 10 jours, 15 jours, ça peut être sur plusieurs semaines, ce qui peut avoir quand même un intérêt par rapport à son rythme veille-sommeil. Donc on voit bien ici que c'est l'activité musculaire, mais on peut quand même penser que ça correspond plus ou moins à son rythme veille-sommeil. Parce qu'il peut très bien rester dans son lit comme ça, mais bon, en général, quand même, voilà, ça peut être une aide. Voilà. Et c'est bien aussi quand on peut le coupler avec un agenda de sommeil. Donc, j'ai pas fait trop de diapos sur les causes de la somnolence parce que justement, il y a une Bible qui s'appelle la classification internationale des pathologies du sommeil, CSD3, et c'est très très documenté, c'est très riche, etc. Mais il y a quand même maintenant, je dirais, 3 grands cadres d'hypersomnolence ou de somnolence excessive. Donc les 3 grands cadres, c'est l'hypersomnolence d'origine centrale, la somnolence secondaire à une perturbation du sommeil nocturne et la somnolence secondaire à une perturbation des rythmes circadiens. Donc on va voir un petit peu chaque paragraphe. Donc l'hypersomnolence d'origine centrale, dans la classification ICSD3, en gros voilà les différentes causes. C'est des causes neurologiques, parce que ça fait partie des pathologies neurologiques. Donc la narcolepsie, l'hypersomnie hépatique, je pense que vous connaissez peut-être pas forcément, le syndrome de Klein-Levin, l'hypersomnie secondaire à une pathologie médicale. Alors, pathologie médicale, ça peut être, c'est vaste, ça peut être maladie de Parkinson, des maladies génétiques, voilà. L'hypersomnie secondaire à l'usage de médicaments ou de substances, l'hypersomnie associée de maladies psychiatriques. Et puis, dedans, là, il y a un petit chapitre sur l'insuffisance de sommeil. Les perturbations du sommeil nocturne. Donc, dans les perturbations du sommeil nocturne, il y a l'insomnie, les troubles respiratoires du sommeil, bien évidemment, syndrome d'apnée obstructive centrale, le syndrome des jambes sans repos, les parasomnies. Le parasomnie, c'est par exemple le somnambulisme. Ça peut être très invalidant et ça peut entraîner une fragmentation du sommeil et une hypersomnolence également. Les mouvements anormaux liés au sommeil, on aurait pu mettre le syndrome des jambes sans repos et des mouvements périodiques jambiers, mais il y a aussi les myoclonies proprioceptives, endormissement, des choses comme ça. Et puis l'insomnie, et puis j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a encore d'autres, etc. Bon, ça c'est ce qu'on peut... Donc les troubles du rythme circadien veille-sommeil, donc les cadres, c'est le syndrome de retard de phase, d'avance de phase, le rythme veille-sommeil régulier, des adaptations au travail en horaire décalé de nuit. Donc tout ça, ça fait partie des causes possibles de somnolence. Mais en pratique, dans la vie de tous les jours, il y a quand même des choses qui sont un peu plus fréquentes. Et donc, je vous proposais d'essayer, dans votre expérience, de dire quelles sont les principales causes de somnolence par ordre de fréquence, à votre avis. Alors, c'est une question ouverte, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ouais, c'est dit tout le monde répond. La première cause, effectivement, c'est le manque de sommeil. La première chose qu'il faut évoquer, d'où l'intérêt de faire l'agenda.
Les causes psychologiques, dépression, anxiété, burn-out, tout ce que vous voulez, médicaments et alcool, le sommeil fragmenté, alors j'ai mis le SAS parce que ça fait partie des premières causes de sommeil fragmenté, maladies métaboliques, infectieuses, inflammatoires chroniques, les maladies neurologiques, j'ai mis un peu par... et puis les maladies neurologiques, par exemple Parkinson, narcolepsie, hypersomnie idiopathique, ça fait un peu partie. C'est un petit peu dans le diagnostic différentiel quand on a toutes les limites. Narcolepsie, non, il faut pas. Mais je veux dire, c'est dans les causes les moins fréquentes quand même. C'est pas la chose à laquelle on va penser en premier. Voilà, donc pour conclure, une petite étude qui est évaluée en 2017, donc c'est des données de santé publique, le temps de sommeil, la dette de sommeil, la restriction de sommeil, l'insomnie chronique des 18-75 ans. Et donc c'est quand même assez préoccupant parce que donc si on regarde le temps de sommeil total sur 24 heures, il est proche de 7 heures en France. Et si on enlève les 18-25 ans qui dorment un peu plus longtemps, il y a une proportion élevée de Français qui dorment moins de 6 heures. Et donc ils sont en dette de sommeil ou en restriction de sommeil. C'est quand même assez préoccupant. Et donc plus d'un quart des Français parviennent à faire la sieste pour compenser la dette, mais il reste les autres qui ne font pas la sieste, donc qui ne dorment pas pour compenser cette dette. Donc le manque de sommeil, c'est quand même un gros problème. Outre la somnolence, ça peut être aussi un facteur de maladie chronique. Donc c'est quand même assez préoccupant. Donc voilà, c'est quand même un enjeu de santé publique, la somnolence. Voilà. Donc Christophe Joly, je suis médecin généraliste, comme la plupart d'entre vous, médecin agréé des permis de conduire depuis une quinzaine d'années. L'agrément pour être médecin agréé des permis de conduire se passe sur un week-end. Je suis allé à Nevers. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait un petit quiz justement au début de la formation, avec un peu, pour voir un petit peu où on en est de nos connaissances, et j'ai répondu parfaitement à toutes les questions, parce que 15 jours avant, j'avais fait un stage de rattrapage de points. Donc j'étais parfaitement au fait de toutes les questions qui étaient posées. Donc, médecin des permis de conduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit les gens au cabinet pour tout ce qui est excès de vitesse, suspension, annulation, invalidation de permis, demande d'aptitude dans les suites d'un problème neurologique, AVC, AIT, et syndrome d'apnée du sommeil également. Ceci dit, depuis 15 ans, je n'ai pas vu un seul patient me voir pour un agrément par rapport à un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, pourtant j'en fais pas mal, mais j'en ai jamais vu. Ensuite, on a également une activité à la commission médicale des permis de conduire qui a lieu une fois par semaine à la préfecture, où là on est 2 médecins agréés, et on ne voit que des gens qui ont eu des problèmes d'addiction à l'alcool ou au stup, et qui viennent donc avec, que vous le sachiez quand même, pour l'alcool, CFC détecte, et puis pour le THC, c'est un dosage urinaire de THC. Le gros problème avec le THC, je fais un petit aparté là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de dosage précis. Donc en fait, quand les gens ont fumé 4 jours avant, ils peuvent avoir des traces. Ils ne sont pas du tout sous l'effet du THC, mais les traces sont encore positives. Il en est de même pour les tests salivaires que font la police ou les gendarmes quand ils font des contrôles systématiques. C'est vraiment une trace, et s'il y a une trace, c'est positif. Alors, commission, qui peut ou doit les contacter? Bien souvent, c'est le patient qui nous contacte sur les conseils, soit du neurologue par exemple pour tout ce qui est neuro, soit du médecin traitant qui aura dit tiens, vous avez une pathologie qui nécessite un agrément et une autorisation de conduite. À ce moment-là, on les voit au cabinet. Ce qu'on peut avoir aussi de temps en temps, c'est soit des mairies, soit des familles qui nous envoient un petit mot en disant écoutez, j'aimerais bien que vous puissiez regarder le papy ou la mamie. Il conduit tous les jours, il a renversé des pots de fleurs, il a accroché notre voiture et on aimerait bien que vous puissiez statuer sur son autorisation à la conduite ou pas. D'ailleurs, sous-jacent, il faudrait l'interdire. Quand les contacter quand vous voulez. Comment les contacter? Donc, normalement, la préfecture établit un listing des médecins agréés des permis de conduire du département, qui n'est pas du tout à jour.
La grande majorité sont en retraite, mais voilà, c'est un listing. Alors, en ce qui concerne, bon, bah, ça, c'est pas important. Donc, vous savez qu'on fait le distinguo entre deux groupes. Il y a le groupe léger, donc on dit groupe 1, c'est pour les véhicules légers. Et le groupe 2, qui est le groupe lourd, qui concerne donc poids lourd, transport en commun, bus donc, et puis le super lourd. Et il y a un distinguo qui se fait sur les pathologies, puisque c'est beaucoup plus drastique pour le groupe lourd que pour le groupe léger. Donc là, vous avez effectivement, le conducteur apprécie sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, son état de fatigue, sa vigilance. Ça veut dire qu'en fait, on lui donne la responsabilité de se dire est-ce qu'il faut qu'il aille voir un médecin agréé de permis de conduire ou pas pour l'autoriser à la conduite. Ça, c'est jamais fait comme ça. Ça, c'est les feuilles SRFA que nous sommes amenés à remplir. Donc, en général, le patient, il a rempli sa partie ici, et nous, on s'occupe de remplir donc la partie médicale qui est ici, où on note les permis qu'il a sur son permis, soit en cabinet médical, soit en commission médicale. Et ensuite, on peut être amené à statuer sur une aptitude définitive, une aptitude temporaire et une aptitude avec des restrictions. Dispositif correction de la vision, appareil auditif, etc. Voilà, ça c'est un peu plus gros. Donc, en ce qui concerne le syndrome d'apnée du sommeil, lorsque le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil est émis, le patient doit normalement ne pas pouvoir conduire pendant les 4 semaines qui suivent la mise en route de son traitement. Ça, c'est les textes. C'est ici, 4 semaines de traitement, et au bout des 4 semaines, il faut qu'il fasse un test d'éveil, de maintien de l'éveil, qui indique que son traitement est efficace, et à ce moment-là, on peut lui émettre une aptitude qui sera de, alors je crois que c'est la catégorie de non, qui sera de 3 ans, ici, de 3 ans pour la catégorie 1, donc les véhicules légers, la voiture, et il faut que 3 ans après, ils reviennent consulter un médecin agréé des permis de conduire avec un test d'éveil positif pour qu'on puisse lui renouveler à nouveau 3 ans d'autorisation de conduite. Je suis d'accord avec vous, puis en plus c'est encore pire lorsque l'on passe à la catégorie 2, puisque là on est sur des gens qui conduisent soit des poids lourds, soit des transports en commun. On a la même chose, donc c'est-à-dire 4 semaines de traitement avec un test d'éveil qui est positif à l'issue, et là c'est renouvelé annuellement. Donc j'ai vu ça avec Rachel, qui se cache là-bas. Il est bien évident que faire des tests d'éveil tous les ans pour des gens qui ont le permis transport en commun, permis poids lourd, tous les 3 ans pour les VL, c'est obsolète, on ne peut pas y arriver. Donc ce qui est sous-jacent aujourd'hui, j'en ai parlé avec le docteur Lovic, qui est médecin de la sécurité routière et qui participe à l'élaboration de ces textes. Apparemment, on gardera effectivement le fait des 4 semaines. Alors 4 semaines, ça veut quand même dire que pour un chauffeur poids lourd, on lui découvre un SAS, on l'appareille, pendant 1 mois, il a arrêté. Il ne peut pas travailler. Donc ça restera. Le test d'éveil initial aussi. Et après, on statuera plutôt sur l'observance du traitement et le fait que l'appareillage soit efficace. C'est plutôt là-dessus que se tend un petit peu aujourd'hui les textes, parce qu'on sait que de toute façon, il est impossible de faire des tests d'éveil annuellement pour tous les chauffeurs poids lourds et transports en commun, et tous les 3 ans pour les conducteurs VL. Christophe, il y a une question. Excusez-moi, c'est que pour les SAS sévères somnolents ou tous les SAS? Tous les SAS. Il n'y a pas de distinguo. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, un centre d'examen suffisant. Et que faire? TME pour toutes les catégories. Maintenant, en fait, on irait plutôt sur une observance du traitement et une efficacité du traitement, plutôt qu'un test d'éveil annuel ou tous les 3 ans pour les VL. Et ici, c'est quoi les délais pour avoir un test de maintien d'éveil? Ça, il faut demander à Rachel. À peu près. Ça dépend des centres. Ici, on a des délais de...
4 mois. 4 4 mois. mois, ouais, c'est ce Nous, que on en j'ai fait compris. 3 6 par mois. semaine. 6 mois. À l'hôpital, c'était un petit peu plus rapide. Sur Pontarlier, t'en fais encore. Donc les centres qui font déjà des tests, c'est pas très fréquent. Et puis de toute façon, c'est en chiffre largement insuffisant par rapport au monde. On ne peut pas laisser les gens en après 6 mois. C'est tout le problème. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai fini mon intervention en tant que médecin agréé du permis de conduire. Est-ce que vous avez des questions? Donc il y a un gouffre entre Les textes et la réalité, ça c'est une Il y a un certitude. gouffre alors. Ah oui, Et complet. quelles sont les implications en termes de responsabilité? Je ne sais pas. Alors, j'ai posé la question au docteur Louis, je lui ai dit, mais alors, quid de la responsabilité du coup? Il me dit, bah toi, en tant que médecin agréé du permis de conduire, à partir du moment où tu l'as vu, tu en es responsable. Tu es facilement attaquable si effectivement il n'y a pas de test d'éveil, mais, selon lui, on est facilement défendable. Ça a été sa réponse. Donc ça veut dire que si le patient vient nous voir, alors après, est-ce que la responsabilité du médecin traitant, en tout cas ce qu'il faut, c'est informer le patient, lui dire voilà quels sont les textes, voilà ce que vous devez faire. Après vous vous êtes déchargé, vous avez noté, j'ai informé mon patient, il doit faire les choses. C'est pas à vous de l'envoyer vers nous. Et nous, quand on le voit, si on le voit et qu'il n'a pas son test d'éveil et qu'il est appareillé, on le met inapte. Juste dans la... tous les ans. Excusez-moi. Vous les reconvoquez tous les ans. Ah non, non, non. Vous leur dites qu'on vous revoit dans En un fait, an, son permis, de toute façon, il est valable 1 an. Parce qu'en fait, il va renvoyer ensuite à la NTS, il aura l'élaboration d'un nouveau permis, et il y aura une date de validité de son permis. Et la validité du permis, c'est la visite médicale plus 1 an. Pour les chauffeurs poids lourds et les transports en commun, catégorie 2. En pratique, quand on fait les tests d'éveil ou de latence d'endormissement, au labo, mais au labo du sommeil du CHU font pareil. On prévient les patients, on leur dit et on leur joint le texte législatif. Et après, on les informe de la nécessité des démarches, mais effectivement, on ne peut pas aller au-delà. Comme le font les neurologues récemment, parce que ça fait à peu près 2 ans que les neurologues donnent l'information aux patients à la sortie du CHU après un AVC ou un AIT, ce qui auparavant n'était jamais fait. Et si vous regardez les textes de près, normalement, vous devez avoir tous les délais. C'est la nébuleuse. Et tous les patients neurologiques, quasiment, Ouais. sur les épileptiques, les neurodégénératifs, tout. Donc après se posent des questions d'assurance, quand les gens qui font partie des groupes, ils sont éligibles à devoir absolument voir un médecin agréé du permis de conduire et qu'ils ne l'ont pas fait. Après, quid des responsabilités? C'est là que je vous laisse la parole. Juste pour être sûr, parce que je me sens un peu concerné notamment par le nombre de tests qu'on fait et le nombre de résultats positifs. Vous avez dit, mais finalement, pour tous les trous du sommeil appareillés, j'ai l'impression que même le côté TME somnolence, le patient qui vient chez nous, qui a un test, une polysomno qui est positif, il doit être appareillé, lui il devrait avoir ce test-là aussi. Oui, pour parce pouvoir qu'en fait, conduire. quand vous regardez c'est bien, ce que j'ai compris. quand vous regardez bien, il parle ici de somnolence excessive d'origine comportementale organique, dont le syndrome d'apnée du sommeil, mais c'est pas restrictif. D'accord, mais ça veut dire que on a une obligation, et là je pose la question à Valérie, Rachel, pour notre centre déjà, pour ici, pour Ellipse. Donc le malade, quand il va être diagnostiqué et appareillé, nous on doit lui remettre, je ne sais pas si on le fait, si on lui remet un document disant attention, pour continuer à conduire, vous devez faire le test, c'est ce qu'on fait. Non, alors déjà, moi j'avais pas cette notion de tous les syndromes d'apnée qui doivent avoir des tests d'éveil. J'avais la notion que c'était que des syndromes d'apnée qui étaient somnolents. A priori, d'après c'est mars 2022 et a Oui, c'est la priori nouvelle c'est la nouvelle législation Mais récente. justement, on Elle est a un allé an. ensemble à une réunion à Lyon avec les gens de Grenoble, où en fait ils considèrent qu'un patient qui n'est pas somnolent et qui a un syndrome d'apnée, comme quoi, il y a un peu de flou dans l'interprétation des textes, parce que de toute façon personne ne peut les appliquer. Absolument. Et donc sur Grenoble, et notamment chez Pépin et Lévy, etc., il y avait le docteur Bayeul qui était là, qui disait que tout patient, même appareillé depuis 10 ans, s'il était somnolent avant, vous êtes censé lui faire un TME aujourd'hui,
Par contre, tout patient qui n'est pas somnolent, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire un TME. Oui, mais encore une fois, c'est le patient somnolent. Si tu te bases sur l'écorce, le patient il te répond ce qu'il veut. Hein. Alors justement, Voilà, donc il faudrait presque leur faire un TIL et un TM. mais c'est impossible. Voilà, mais c'est impossible. C'est impossible. On est d'accord. Et donc en fait, il était entre guillemets accepté qu'on utilise l'échelle des Peirce comme élément voilà, d'analyse entre guillemets de la somnolence, parce que c'est pas possible de faire des tests à tous ces gens. C'est pas ce qui est dans les textes. Vous avez raison, vous avez raison, ça ne concerne pas que le syndrome d'apnée, ça concerne tous les troubles du sommeil qui s'accompagnent d'une somnolence. Absolument. Et donc la liste rejoint celle que Valérie a faite. Absolument, oui. Voilà, donc c'est. Il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant aujourd'hui d'accidents qui auront eu lieu en tout cas, pas à ma avec connaissance, après, peut-être avec, des infos là-dessus, mais je Alors, pense ce que ça qu'on fait, met c'est quand que même nous, une ce qu'on sacrée fait, position Voilà. en matière d'information, de suivi des malades ou des La seule consultants. chose que l'on fait jusqu'à 15 ans, c'est que quand on a, enfin, en tous les cas, moi personnellement, quand j'ai un patient qui a une profession à risque, qui fait beaucoup de routes, etc., je l'informe que cette pathologie nécessite une prise en charge en termes de contrôle de la somnolence, etc., et de tests. Et donc, il y a certains patients à qui on fait des tests de maintien d'éveil, notamment les chauffeurs de bus scolaires, par exemple, ou les chauffeurs, tous ceux qui sont ici à la ville, sur les... Voilà, exactement. Je leur recommande, je leur dis, on doit faire ça. Si un jour il vous arrive quelque chose, ce test aura été fait et confirme, et au moins c'est fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au moins on met... La législation impose, selon le texte, on le met en bas de chaque compte rendu. D'accord. La législation, Donc ça, information somnolence, législation somnolence, le texte du 28 mars, etc., met sa référence. Bon, après, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de patients qui vont télécharger la référence, et ni beaucoup de médecins qui aient le temps. Mais déjà, Valérie, excuse-moi, mais au niveau de la médecine du travail, Oui, on devrait avoir je me beaucoup posais la plus de question, sollicitations. Oui, c'est là que ça doit se passer. Oui, voilà, on n'en a pas tant que ça. alors, quand on demande aux patients, mais vous êtes chauffeur routier, est-ce que votre employeur et votre médecin du travail sont au courant? Ah non, je me risquerais bien d'aller leur dire. Ils nous disent ça en Voilà. première intention. Jamais, bien sûr, ils ne vont pas le dire. C'est comme quand vous disiez, mais j'ai jamais vu en 15 ans. 15 ans. Alors 15 ans, moi, je fais ça fait 10 ans que je fais du une sommeil. dizaine de Voilà. consultations de permis par semaine. Voilà. En 15 ans. J'ai jamais vu. Alors, jamais. moi, je connais 3 patients dans le Jura qui ont recours aux commissions du permis de conduire, dont un qui a mis 3 ans pour récupérer son permis. Et donc, on en a quelques-uns qui viennent régulièrement et qui sont suivis, mais spontanément, nous, on les incite éventuellement. Mais comme ça concerne des tas de pathologies, est-ce que tous les patients qui ont une pathologie chronique cardiovasculaire, un diabète, une épilepsie, un antécédent d'AVC, un bras en moins, tout, quand on voit la liste, mais personne ne va spontanément, mais sauf les gens qui se disent tiens, on m'a dit d'y aller, et qui regrettent après d'y être allés. Sauf quand ils sont informés, comme vous le faites vous, comme le font les neuros en sortie de suite. Et c'est vraiment très problématique. Et donc, quand on est allé à Lyon sur cette formation qui était spécifique sur la somnolence dans le syndrome d'apnée, et notamment l'intérêt des traitements éveillants, quand on voit ce que Valérie a dit par rapport aux causes de la somnolence, avant de mettre un traitement éveillant, moi j'aurais déjà une démarche. Il faut tout refaire. Pour un syndrome d'apnée, il faut faire l'utilisation de la machine, réévaluer la somnolence. Est-ce qu'il y a une dette de sommeil? Est-ce qu'il y a des médicaments associés? Est-ce qu'il y a une pathologie chronique? Est-ce qu'il y a, etc. Ben, les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil somnolent, il n'y en a pas un qui va aller prévenir son employeur ou son médecin du travail. C'est en effet, comme je dis, c'est pas quelque chose qu'ils vont dire spontanément parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Parfois, quand juste raison, parce que de toute façon, ils ont déjà un mois sans pouvoir conduire. Voilà. Les seules choses que l'on fait, nous, c'est quand on a une somnolence avec un Epworth supérieur à 15, on recommande l'arrêt du travail ou on les arrête. Hubert Bourdin, c'est ce qu'il fait aussi pendant 4 semaines, mais il y en a, ils mettent l'arrêt dans la poche, et puis voilà, ils vont, voilà, c'est un petit peu compliqué.
Alors, à Lyon, ce qu'il disait, c'est qu'en effet, il y a des pourparlers pour faire modifier ce texte. C'est Donc, ça. c'est probablement ce que pour un petit peu L'alléger. pour que ce soit, entre guillemets, cohérent, parce que ce n'est absolument pas Ah bah ça applicable. l'est pas du tout, matériellement c'est impossible. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des... Alors ça ne semble pas, mais est-ce que tu as des gens qui arrêtent ou qui ne prennent pas le traitement à cause de ça? C'est-à-dire Des gens qui disent basta, je ne veux pas Ah ben, il y en a qui refusent le dépistage, par exemple. Oui, bien sûr. Parce qu'à la limite, Alors, c'est pervers, parce qu'il faudrait mieux les avoir avec appareillés avec un IH à 2 alors ou pas, par contre, plutôt que par contre, pour les patients qui me demandent un certificat, je me garderais bien de dire qu'ils n'ont pas de somnolence, j'en sais rien, Valérie, elle a raison. C'est pas le score des peurs qui va dire qu'il n'est pas somnolent, c'est un test de vigilance. Donc, simplement, ce que je fais, c'est que je certifie que le patient est appareillé, qu'aujourd'hui, à la consultation, il évoque une amélioration clinique, que le relevé technique confirme une observance de plus de temps avec un IH, etc., qu'éventuellement, une oxymétrie, je fais faire une oxymétrie s'il était très désaturant, et puis, éventuellement, qu'il est a priori dans des critères qui rejoignent les critères du commun des mortels, quoi. Et si besoin, si ce sont des professions à risque, on fait un test de maintien d'éveil. Et on demande en général au labo du sommeil parce que ils ont beaucoup de délais pour les enregistrements de nuit, mais la journée, ils ont la place en général. Plus gros. C'est plus facile de rendre quelqu'un. Par contre, ils n'ont pas de possibilité de faire une polysomno avant parce qu'ils sont débordés. Alors au moins faire un Epworth, comme a dit Valérie, nous on l'utilise beaucoup, c'est systématique. Un patient qui vient en consulte PPC, il a un score d'Epworth automatiquement pour qu'on voit si au moins ce score a baissé. Il a une évaluation de son temps de sommeil, de son rythme de sommeil, est-ce qu'il fait des siestes, comment il est le matin, mais c'est de l'interrogatoire clinique, c'est le minimum qu'on puisse faire pour un syndrome d'apnée. Et est-ce qu'il y a eu des événements intercurrents, enfin voilà. Et s'il y a une somnolence ou il y a quelque chose de pathologique, on va plus loin, surtout si c'est des professions à risque. Mais c'est en effet assez... D'autant plus que donc maintenant on a depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, mais on a des traitements qui sont autorisés pour les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil et qui demeurent somnolents, ce qu'il n'y avait pas avant. Alors qu'il y a quand même un certain pourcentage de patients qui ont une garde d'une somnolence résiduelle, même avec un SAS bien traité. Alors, si vous faites, pour les syndromes d'apnée somnolents, si vous enlevez toutes les autres causes, il ne restera plus que 4 à 5% de patients somnolents avec un SAS, dans les études qui ont été faites. C'est-à-dire qu'avant de mettre un traitement éveillant, il faut déjà faire la démarche de confirmer la somnolence. Et le plus souvent, enfin on le voit dans les consultes, je ne sais pas si Didier ou ceux qui font du sommeil ici ou vous qui avez commencé, le plus souvent c'est la dette de sommeil, l'irrégularité du rythme, le travail posté, c'est des incohérences dans l'hygiène de sommeil, c'est du bon sens, hein. C'est du bon sens. Et on a aussi les pathologies du sommeil, les pathologies neurodégénératives, les pathologies chroniques, les médicaments, etc. Mais c'est très problématique cette législation. Très. C'est Alors, pour ça qu'elle je sais pas si devrait changer. notre petit mot en bas suffit. Il faudra qu'on regarde ça plus précisément. Si on ne devrait pas faire bon, on va voir après l'aspect responsabilité, donc on va voir jusqu'où ça peut être pour celui qui diagnostique, pour celui qui suit, parce que le médecin traitant il est dans la même situation, il reçoit votre courrier, dedans c'est marqué qu'il a telle manifestation, donc on n'est pas, nous on est le référent pour le spécialiste, mais derrière, qui a éventuelle responsabilité, et c'était le lien avec justement la santé au travail. Est-ce que finalement vous faites déjà cette recherche, ce travail de détection, d'information, où aujourd'hui le sommeil ne fait pas partie, en tous les cas sous cet angle-là de la somnolence et en particulier dans la conduite, des questionnements systématiques aux salariés? Comment vous gérez ça? Si vous le faites déjà, ça fait partie de... Le sommeil, c'est obligatoire. C'est obligatoire en santé. Quand on a fait le topo pour le sommeil et soignant, dans la surveillance d'un patient qui est en travail posté, etc., enfin, vous savez mieux que moi, c'est obligatoire maintenant, obligatoire, avec de la prévention primaire, secondaire, quand les faits sont déjà établis, etc., c'est très important. Moi, j'avais une question pour vous, parce que quand vous avez dit que la mairie peut téléphoner au permis de conduire
Non, elle envoie un courrier. Mais elle a le droit. Oui. N'importe qui peut contacter le permis de conduire. On peut très bien envoyer, si la mairie Si s'est vous rendu pensez que compte votre voisin, par exemple, est dangereux. si la mairie s'est rendu compte qu'un de ses habitants était dangereux et sur la route, il peut très bien envoyer un courrier en disant j'aimerais que ce résident soit convoqué, et puis ensuite la préfecture peut le convoquer pour une visite médicale. Je peux le faire pour mon voisin? Vous pouvez le faire pour votre voisin. Alors après, si vous voulez, on va pas tout c'est prendre en étonnant, ligne de quand même. compte. Si vous voulez, c'est de la délation. C'est étonnant. Mais On va regarder la préfecture va regarder ce qui se passe en disant attendez, on va regarder, on va appeler la famille, on va voir un petit peu comment ça se passe. le médecin traitant, il a le droit de solliciter le... Non, non plus. Je croyais que c'était que le patient. On peut être... Non. On va aborder les enjeux éthiques, déontologiques, Donc le médecin n'a pas le secret droit, médical. mais la secrétaire de mairie a le droit. Bah, j'imagine, en tous les cas, éthiquement, déontologiquement, En tout cas, moi je ne pense pas que... On a vu un cas clinique chez les pompiers comme ça. C'était une histoire d'accident ou de conduite dangereuse sur un terrain épileptique, avec une intervention pompier qui vient, et la question a été posée de savoir comment se fait-il que cette personne épileptique a encore le permis de conduire, sachant que son traitement est manifestement mal équilibré et qu'elle crise au volant. Et le groupe de médecins pompiers qui était là n'était pas d'accord. C'est-à-dire, entre eux, les chaises ont presque volé dans le truc. Nous on arrive, on appelle le permis pour leur dire mais attendez, il a encore un truc. Non, c'est rupture du secret médical. On n'a pas le droit de le faire. Mais normalement, dans les textes, un épileptique doit être vu tous les 5 ans. Manifestement, cette personne roulait toujours. Voilà. Donc là, il en va de sa responsabilité. En réalité, c'est pas vrai. C'est bien ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Dans les textes, un épileptique, il doit être vu tous les 5 ans. Mais Ça, nous, ce qui en paraît tant logique. que médecin, on ne peut pas dire monsieur est épileptique, il faut le contrôler, c'est pas possible. Nous, on a le secret Si médical. tu as le droit d'information, c'est-à-dire que tu lui dis. Tu lui Oui, dis, mais nous, on ne peut pas écrire un courrier en disant ce monsieur est épileptique, ce monsieur est diabétique, ce monsieur a de l'apnée du sommeil et somnolent. Non, tu En l'informes. aucun cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est à la famille, par exemple, s'il y a un patient Alzheimer qui a déjà eu un accident ou quoi, on peut dire à la famille, ça serait bien, si vous ne pouvez pas lui enlever les clés ou quoi, que vous appeliez la préfecture. Ah, tu parles de quelqu'un que tu estimes dangereux sur la route. Bah oui. Tu ne parles pas d'un épileptique qui, lui, est bien équilibré par son traitement, parce que c'est ce que je vois. C'est ce dont je parle. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est l'épileptique que l'on voit tous les 5 ans, qui vient avec le courrier du neurologue. Le neurologue et des tests neuropsy qui montrent que ce patient est capable de pouvoir conduire sans danger, parce qu'il a un traitement équilibré. Oui, mais c'est pareil, le neurologue, est-ce qu'il a le droit de vous saisir? Le neurologue, il donne l'information. Oui, mais c'est le patient qui... Ah, c'est le patient qui prend rendez-vous. Voilà, Oui, c'est pas le patient. Non, mais le papy de 85 ans qui a Alzheimer, il va pas venir lui-même. Bien sûr. Il faut être logique à un moment donné. Bien sûr, Il mais tue un gamin sur la route, on va se dire merde. On le savait, on aurait dû faire quelque chose. Le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, on a le droit de vous saisir ou pas là? Oui, vous avez le droit de nous saisir. Vous avez le droit d'envoyer un courrier à la préfecture en disant que vous estimez que ce patient est dangereux et qu'il serait souhaitable de vérifier. Ouais. Peut-être qu'on va les regarder parce qu'on voit bien que ça tourne quand même beaucoup aussi de la responsabilité du médecin, qu'elle soit déontologique, éthique ou sociétale. Ça, c'est peut-être bien aussi d'entendre le point de vue. Oui, Comme bien ça, on sûr, poursuivra la discussion parce que manifestement, il y a encore beaucoup de questions sur les topos et peut-être sur ça aussi, si vous voulez bien. Merci. Alors bonsoir, je vous propose une dernière intervention sur assurance et troubles du sommeil. Médecin, quelle est votre responsabilité peut-elle être engagée? Et force est de constater, après les échanges qu'on vient de voir, que effectivement votre responsabilité peut être engagée et c'est très embêtant. Donc il me semble que pour répondre plus précisément à vos questions, il faut que je repose les bases de la responsabilité. Je sais que vous en faites en première année de médecine et ça date d'il y a peut-être un certain temps pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. Donc en une demi-heure, en tant qu'il m'est imparti, je ne vais pas pouvoir être exhaustive. Je vais essayer de m'attacher à insister sur les points qui pourraient vous intéresser et je garderai quelques minutes après pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc tout d'abord, je me présente, Bérénice Georget, je travaille dans le service prestation RCP de la médicale à Paris et je suis juriste
à la médicale avec une formation d'avocat. J'exerçais avant en cabinet d'avocat. Le service prestation gère tous les dossiers dans lesquels on voit la responsabilité de nos assurés engagés, que ce soit pour diverses raisons, donc sur différents types de dossiers, donc les procédures pénales, ordinales, amiables ou judiciaires et même administratives. Donc, oui, ça fait un petit peu cours de droit, mais je vais vraiment balayer ça rapidement. Dans un premier temps, je vous propose qu'on voit le principe de la responsabilité pour faute en matière médicale. Votre responsabilité, elle sera engagée pour faute, uniquement, en tout cas retenue. Donc, je vous propose de voir les régimes de responsabilité, les exceptions, la mise en œuvre de la responsabilité par les acteurs. Donc là, c'est la distinction si vous exercez en statut libéral ou hospitalier, donc dans le secteur privé et public. Je balayerai également les procédures d'indemnisation des accidents médicaux pour terminer avec des questions et notamment un focus sur la décharge de responsabilité dont vous faisiez état et un focus sur le devoir d'information qui est à mon avis la clé de voûte et le nœud du problème par rapport au dossier que vous pouvez, aux patients que vous pouvez être amené à traiter sur ces problématiques du sommeil. Donc, vous savez certainement qu'il existe différentes natures de responsabilité, donc civile, administrative. Le but pour le patient, c'est d'obtenir une indemnisation de son dommage corporel. Or, pénal, donc c'est punir le praticien parce qu'il a outrepassé la loi, et disciplinaire, c'est par rapport à vos obligations déontologiques. Donc, les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité, c'est un triptyque, 3 conditions qui sont cumulatives. Le fait générateur, donc pour vous, une faute, un dommage, le patient a subi des souffrances endurées, il a un retard de diagnostic qui a fait que son traitement a été différent et du coup son pronostic vital a été engagé, ou en tout cas son pronostic a été différent, et il y a un lien de causalité entre les deux. Si une de ces conditions, si une de ces 3 conditions manque, alors votre responsabilité ne pourra pas être retenue. Elle pourra être engagée mais pas retenue. Donc c'est vraiment très important de bien avoir en tête ces 3 conditions. Donc c'est ce que je vous disais, s'agissant de la responsabilité des médecins, c'est un régime de responsabilité pour faute, c'est dicté à l'article 1142-1 du Code de la santé publique, et cet article fait une distinction entre 2 types d'obligations, c'est une distinction très importante en droit, l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Vous êtes en qualité de médecin tenu à une obligation de moyens. Vous devez fournir un soin à votre patient, enfin déjà établir un diagnostic, faire un soin qui sera normalement approprié en accord avec les données acquises de la science, mais vous n'avez pas l'obligation de réussir à soigner ce patient. Et heureusement, ce serait impossible pour vous. L'obligation de résultat, elle concerne d'autres médecins. La jurisprudence et les juges retiennent l'obligation de résultat, donc atteindre un résultat quand on parle d'esthétique. Un chirurgien dentiste, s'il refait entièrement les prothèses dentaires d'un patient, il y a un résultat esthétique et ce praticien sera jugé par rapport à cette obligation de résultat. Même chose pour les chirurgiens esthétiques, je veux me faire refaire le nez si je ne suis pas contente de l'arête, etc. On regardera l'obligation de résultat. Donc, exception faite de ces 2 professions, les autres professions médicales sont en tout cas tenues à une obligation de moyens. Et enfin, dans cette introduction, je voulais vous parler des chefs de préjudice. Donc c'est une des conditions de la mise en œuvre de la responsabilité. Le préjudice, en fait, c'est la traduction juridique d'un dommage. Donc le dommage, c'est tout ce que vous pouvez voir comme atteinte corporelle en fait à la personne, mais c'est aussi tout plein de dommages, toute une liste de dommages qu'on retrouve en fait dans des nomenclatures, dans des listes. Donc ça peut être des préjudices pour la victime directe, le patient, pour la victime indirecte aussi, sa famille, si jamais ils ont dû l'accompagner à l'hôpital. Et on a une distinction entre les préjudices permanents, temporaires. Voilà. Je pourrais rentrer dans le détail plus tard, mais je pense que par rapport à cette question, c'est pas nécessaire. Donc le principe de la responsabilité pour faute, je vous parlais de la faute, il faut d'abord identifier cette faute. Donc on n'a pas de définition légale de cette faute, et heureusement, parce qu'en fait ce serait l'enfermer. Mais c'est aussi dangereux parce que du coup le juge fait un petit peu ce qu'il veut, et il peut adopter des termes fuyants, et la grande mode c'est la maladresse fautive.
Ça veut tout et rien dire, la maladresse fautive. Donc votre responsabilité, elle peut être retenue pour cette maladresse fautive. On parle de faute d'action, mais aussi d'une faute d'inaction. Vous n'avez pas justement invité votre patient à faire ceci, vous ne l'avez pas informé, et du coup vous n'avez pas attiré suffisamment son attention sur son état, sur ce qu'il devait faire pour se soigner, et cela pourrait vous être reproché si vous n'êtes pas constitué la preuve nécessaire que vous avez mis tout en œuvre. Je reviens sur le début, sur l'obligation de moyens, vous avez mis tout en œuvre pour atteindre le résultat, soigner ce patient. Donc elles sont intentionnelles ou non intentionnelles, ces fautes, et le juge civil est assez strict par rapport au médecin. C'est tout geste qui peut être une faute. Chaque médecin doit aussi assurer seul le suivi de ses prescriptions. C'est des exemples de jurisprudence. Et en cas de pluralité de fautes et de médecins, le partage de responsabilité se fera en fonction de la part de la faute de chacun dans la survenance du dommage. On peut avoir une succession, un cumul de fautes, ça arrive. La faute, je voulais vous préciser également que ce n'est pas une simple erreur. Une erreur de diagnostic, en soi, elle n'est pas fautive. Il faut que cette erreur de diagnostic, elle ait eu des conséquences pour le patient. Je reviens sur mon triptyque. Fait générateur, dommage, lien de causalité. Si votre erreur de diagnostic, elle n'a pas eu d'impact, dans ce cas-là, il n'y a rien de fautif. Par contre, si le patient il a eu un traitement différent parce que vous avez fait une erreur de diagnostic qui a fait un laps de temps, qui a créé un laps de temps de 2 mois, et que ce patient, du coup, il n'a pas pu avoir, je prends l'exemple d'un cancérologue, on voit beaucoup des retards de diagnostic, il n'a pas eu le même traitement parce que la tumeur n'a pas été prise au même moment que s'il avait été diagnostiqué lors de la première imagerie. Là, il y a un dommage. Donc, il faut faire attention à ce type de choses. Et donc, l'erreur de diagnostic n'est pas en soi fautive. Cette notion donc, jurisprudentielle, les juges l'utilisent un petit peu parfois comme ils veulent, mais ce que vous devez retenir impérativement par rapport à la faute, c'est que toute faute engage votre responsabilité. Donc, on ne prend pas en compte la gravité de la faute. On a un rejet par les juges de la gravité de la faute et en fait, on sanctionne par rapport à un dommage. Donc, c'est plutôt une bonne chose qu'on n'ait pas gradé la faute, l'allocation de l'indemnisation en fonction de votre faute. Voilà, il y a une faute et après, l'indemnisation du patient sera faite en fonction de ses préjudices. Donc, s'agissant du moment de l'appréciation de la faute, donc c'est in abstracto, donc c'est par rapport à un modèle de référence. En droit, on aime bien l'image du bon père de famille. Là, en fait, on fait référence au bon médecin de famille, à celui qui ferait tout parfaitement, même s'il n'existe pas, j'en suis bien d'accord. Et on va juger ça par rapport aux données acquises de la science. Mais à quel moment? Au moment des faits litigieux, au moment où, en fait, la faute a été faite. Parce que en droit de la santé, en droit médical, j'ai oublié de vous le préciser, mais un patient, il a 10 ans pour faire une action. 10 ans à compter de la consolidation de son état ou de l'aggravation. Donc, si en 2000, on lui a fait une opération qui a raté, qui se rend compte en 2009 qu'il a eu des séquelles et qu'il veut engager la responsabilité de son médecin, il pourra encore le faire. Mais en 2000, peut-être que les recommandations étaient différentes que celles qui étaient faites en 2009. La santé, ça évolue très très vite et vous avez des obligations de vous former et de vous mettre à jour. Donc tout change et évolue très rapidement. Donc les juges ou les experts à l'amiable regarderont ce qu'il fallait faire au moment où cela a été fait et non pas au moment où le dossier est étudié. C'est important parce qu'on regarde, et là on se réfère à toutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé, etc., ou des professions en question qu'on étudie, et il y a une documentation telle qu'on se met à jour, et c'est très important parce que ça peut changer rapidement. Voilà. Et par qui? C'est ce que je vous disais, c'est par le ou les médecins experts, lors de l'expertise. Donc l'expertise, c'est le moment clé d'un dossier en responsabilité médicale. C'est là où en fait on va reprendre tout l'historique du patient, à savoir également son état antérieur, ses antécédents, ses facteurs de risque. On va regarder tout ce qui lui est arrivé pour savoir comment il s'est présenté à vous et ce qui s'est passé lors de cette consultation, cette opération litigieuse, ou en tout cas qui a généré, selon ce patient, un dommage. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu affaire
ce genre de procédure malheureuse, mais on demande souvent à nos assurés médecins d'être présents pour pouvoir répondre aux questions de l'expert. Et ça montre aussi que vous êtes prompt à défendre votre dossier et donc que vous voulez vous défendre. Alors, sur la typologie des fautes, selon la doctrine, alors, on a des actes illicites. L'exemple, c'est par exemple un IVG illicite, hors délai, ce serait un acte illicite. Une faute technique, ce serait tout manquement aux règles de l'art médical, un mauvais geste. Ou, on le voit beaucoup, les fautes d'humanisme médical, un manquement constitutif d'une violation des droits reconnus aux patients. Par exemple, la violation du secret médical. Vous pourriez voir tous vos responsabilités engagées devant le Conseil de l'Ordre si vous outrepassiez vos droits et notamment votre devoir d'obligation à votre secret médical. Et c'est pour répondre à la question qui était posée juste avant. Vous devez informer votre patient qui a une apnée du sommeil et qui doit faire des examens pour faire valider son permis, et vous ne pouvez pas en revanche faire de la délation. Parce que ce qui est la relation de confiance entre votre patient et vous, elle est uniquement entre ces deux personnes. Si jamais vous faites intervenir un tiers et que vous prévenez, même si vous le faites pour le bien des autres Français ou des autres Français sur la route, malheureusement, vous allez violer une de vos obligations déontologiques et vous pourriez vous faire sanctionner devant le Conseil de l'Ordre. À l'heure actuelle, les choses sont comme ça. Après, la jurisprudence et les textes ne disent rien sur une lettre non signée, envoyée avec des documents, un collage, voyez. Soyez imaginatifs, peut-être qu'il y a des solutions à chercher de ce côté-là, si vous êtes des petits films. Bon. Après, là, un grand point que je voulais voir avec vous et qui devrait vous éclairer, j'espère, sur cette question de responsabilité, c'est la charge de la preuve. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, dans les textes, on dit que le patient doit rapporter la preuve de la faute du médecin vers qui il engage la responsabilité. Mais en fait, on assiste à une inversion de la charge de la preuve. Parce que l'information, c'est vous qui la donnez. Et c'est vous qui allez prouver que vous avez bien délivré cette information au patient. Parce que le patient, lui, va demander à récupérer son dossier médical. Donc en fait, ce sont vos pièces qu'il va avoir entre les mains et qu'il va présenter devant le juge. Donc ce sera à vous de vous constituer un dossier avec une tenue irréprochable, avec par exemple un consentement éclairé ou que vous aurez fait signer et dater au patient, où vous aurez écrit les risques que ce patient prend s'il ne veut pas se traiter, s'il ne veut pas faire d'examen pour revoir son permis, ou s'il refuse tel traitement, telle opération. Excusez-moi, une trace dans le dossier où on aura écrit dans le dossier « Je viens d'informer mon patient » ne suffit pas, il faut lui faire signer un consentement. Alors, ça serait pas suffisant. En fait, le juge, il va regarder un faisceau d'indices. À mon avis, il faudrait effectivement mettre une trace dans le dossier, mais c'est mieux si vous avez un document signé et avec vraiment les explications que vous avez données à votre patient. Parce que je vais vous le dire plus tard, mais l'information, elle doit être personnelle et appropriée. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont peut-être mieux comprendre que d'autres le vocabulaire, le jargon médical. Il faut vous adapter à la personne de votre patient et parfois, quand c'est nécessaire, même faire des schémas. Et ça, il ne faut pas hésiter à le mettre dans votre dossier pour en garder la preuve, le faire signer. Alors, et ça vous constituera un début de dossier et le juge sera attentif à ça, au faisceau d'indices que vous pourrez lui donner par rapport à l'information que vous avez délivrée. Donc cette information, elle peut être orale et écrite. Moi j'avais entendu que faire signer un papier n'était pas suffisant. Parce qu'on peut faire signer tout et n'importe quoi en fait. Et c'est pas une preuve suffisante pour dire que le patient a compris ce qui était écrit et ce qu'il a signé en fait. Même si c'est engagé, c'est libre. C'est pas suffisant et ça dépend ce que vous avez écrit dans ce papier. J'ai informé mon patient ce jour, c'est pas suffisant. Le juge pourra pas vous dire d'accord, mais sur quoi vous l'avez informé. Là je sais pas. Donc c'est vraiment vous constituer un faisceau d'indices. Tracé dans votre dossier médical, parce que je crois que vous pouvez faire des notes personnelles. Ce jour en consultation, j'ai informé le patient sur tel risque, je lui ai fait signer tel document et garder un exemplaire du consentement éclairé signé par le patient. Je sais, ça vous rajoute des papiers, de la paperasse, et alors même que vous êtes en manque de temps,
Mais c'est un conseil que je vous invite On peut avoir à un appliquer. document type, là, par exemple, pour Oui. un document type qui est le support de l'explication et que le malade paraphe et qu'on scanne, Bien qu'on sûr. met dans son dossier, ça serait suffisant. Ça. Oui, oui, vous pouvez le faire ça. Et d'ailleurs, en fonction des spécialités sur les sites, vous trouvez, en fonction de telle intervention, les risques courants, les risques exceptionnels, parce que vous êtes même tenu pour une intervention chirurgicale, d'informer le patient des risques exceptionnels. Donc, sur les sites internet des professions spécialisées, vous les trouvez. Et c'est mis à jour en fonction des Ce risques que qu'on font les trouve. sociétés savantes, Exactement. les spécialistes, la Société française de chirurgie urologique, etc. Oui. Donc tout s'établit. Oui. Mais par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, il faut un document. Mais bien- peut-être que tout est à construire par rapport à ça. Effectivement, je n'ai pas retrouvé de documents par rapport à ça. Donc c'est peut-être aux associations comme la vôtre de proposer des solutions, mais, et de le faire partager aux autres professionnels. Après le chir, ils viennent nous voir parce qu'ils ont la trouille. Comment? Après le chirurgien, ils viennent nous voir parce qu'ils ont la trouille de mourir dans l'opération. Parce que le chirurgien leur a fait la liste. Non mais c'est la réalité. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit ça va bien se passer. On va être aussi là. Et vous leur faites signer un papier quand vous que ça va bien se passer. On devrait à la limite faire signer le même papier que le chirurgien. Alors ça, dans la mesure où vous n'allez pas intervenir, c'est pas vous qui faites l'intervention chirurgicale. Vous n'êtes pas tenu d'informer le patient sur un soin qui va être prodigué par un de vos confrères. Et heureusement, parce que sinon vous n'aurez pas fini et vous passeriez votre temps dans les cabinets d'avocats. Mais oui, vous pouvez lui en toucher deux mots, mais encore, je pense qu'il vaudrait mieux renvoyer vers votre confrère qui normalement a dû prévoir dans la phase préopératoire des consultations anesthésiques, etc., où le patient est censé être informé, de manière à ne pas vous engager sur un terrain qui ne vous serait pas Est-ce que, connu. par exemple, un truc tout bête, un patient opéré de la cataracte, il va à la clinique, il a un dossier comme ça, dedans il y a le consentement éclairé, il y a toutes les informations sur les risques, etc. Les gens ne lisent pas, ils ne sont pas censés... Enfin, on ne peut pas prouver qu'ils ont compris les risques, etc. On signe, c'est vraiment de l'administratif. C'est un peu dissuasif parce que s'ils ont signé, même sans lire, après ils se souviennent qu'ils ont signé un truc avec toutes les explications, tous les risques. Donc c'est aussi pour éviter le recours abusif en disant bah oui, on sait que ça arrive, c'était marqué dans les papiers. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Oui, c'est ça. En fait, quand je parlais d'inversion de la charge de la preuve, elle est extrêmement dure, la preuve que vous devez rapporter. Vous devriez prouver que votre patient a bien compris ce que vous lui avez dit. Mais évidemment, vous n'êtes pas dans son esprit et c'est impossible. C'est pour ça que les juges, s'agissant des dossiers judiciaires, s'attachent à regarder un faisceau d'indices. Et vous devez vous constituer une preuve, donc avec cette information orale, cette information écrite, et le plus d'éléments possible pour vous prémunir de ça. Mais oui, je sais bien, les patients ne lisent pas nécessairement et ne comprennent pas non plus nécessairement Comme le docteur Meunier, sinon il ne ferait rien. Évidemment. Donc on a un petit peu pris de l'avance sur cette slide, mais je voulais vous faire un focus sur la violation du devoir d'information qui a été consacrée par la célèbre loi Kouchner. Vous savez que le médecin doit prouver qu'il a bien informé le patient et en pratique, on fait signer des papiers attestant de la bonne délivrance de l'information. Mais ça ne suffit pas à rapporter la preuve, il faut bien une explication personnelle en fonction de l'état du patient, de sa personnalité et éventuellement même de sa profession. Vous n'allez pas vous exprimer de la même manière avec des personnes par exemple qui ne maîtriseraient pas très bien le français ou un confrère qui a l'habitude du vocabulaire médical. Donc c'est vraiment une information personnelle. Elle ne doit pas d'ailleurs être donnée à la femme du patient. C'est au patient, et ça pourrait vous être reproché parce qu'il y aurait une violation du secret médical. Faites attention, je sais aussi, je vois beaucoup de dossiers de cet ordre-là. Vous croyez que vous donnez une information à la bonne personne et en fait vous vous retrouvez dans une histoire de divorce où on utilise le certificat que vous avez pu faire et hop, ça part devant le Conseil de l'ordre. Donc faites vraiment attention, vous délivrez une information au patient et à personne d'autre. Exception faite, effectivement, des cas de maladies neurologiques, d'Alzheimer, etc., où vous savez que la personne n'a pas
toutes ses facultés pour recevoir l'information que vous souhaitez lui donner. S'agissant des modalités de sanction de la violation de l'obligation, on parle en droit de la notion de perte de chance. Donc en fait, la perte de chance, c'est quand le patient prouve que s'il avait été informé, s'il avait bien compris, il n'aurait pas en fait pris ce traitement ou il n'aurait pas fait cette opération. Donc on raisonne en termes de perte de chance, c'est un pourcentage qu'on va appliquer sur son indemnisation. Oui, c'est un peu farfelu, c'est des mécanismes juridiques, mais en gros on dit très bien, il y a une faute, le patient n'a pas été informé, il y a un dommage qui s'est réalisé, mais en fait on va indemniser qu'en partie. S'il n'y a pas de dommage qui se réalise, on parle de préjudice d'impréparation. Alors en fait, on dit que le patient, il n'a pas pu se préparer mentalement à l'intervention ou au traitement qu'il devait prendre, et donc il peut avoir une indemnisation à ce titre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou c'est clair? Non, je ne veux pas vous dégoûter. Surtout ne dites pas ça. Bon, je vais faire rapidement les principes de responsabilité sans faute, donc les exceptions. Voilà, une raison de garder rester dans votre belle profession. Donc, vous connaissez certainement la responsabilité appliquée aux produits de santé ou aux produits défectueux. C'est les médicaments, la célèbre affaire du Mediator a repris depuis lundi. Donc, je pense que vous connaissez. C'est vous prescrivez un médicament, ce médicament n'est pas conforme et génère des dommages chez un patient. Votre responsabilité pourrait être engagée, mais elle est rarement retenue. Dans l'affaire du Mediator, les patients ont essayé de faire engager la responsabilité des médecins prescripteurs. Jusqu'à présent, elle n'a jamais été retenue. Donc, et ça se comprend, en fait, on va chercher à taper là où il y a de l'argent. On va chercher à demander au grand labo d'indemniser les petits patients. Les médecins, on se doute qu'ils sont un peu moins solvables que les grands labos. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on ne vient pas vous taper dessus, et aussi certainement parce que c'est politique. Mais ça aurait pu arriver, et j'espère que ça n'arrivera pas par l'avenir. Un deuxième régime de responsabilité sans faute, c'est l'aléa thérapeutique. Donc ça, c'est la survenance d'un risque en dehors de toute faute. Voilà, je parlais beaucoup d'intervention chirurgicale. Il y a des risques, tout traitement, toute intervention, il existe des risques qu'en fait on ne pourra pas éviter, bien que vous fassiez tout bien. Parfois le risque se réalise, pas parce que le patient était comme ci, comme ça, et que chez lui ça devait se faire. Ça s'explique pas nécessairement. Il n'y a pas de faute. Et quand il y a un aléa thérapeutique, c'est la solidarité nationale qui vient indemniser le patient. Parce que dans notre système français, on ne laisse jamais un patient sans indemnisation. Et enfin, troisième et dernier régime de responsabilité sans faute, c'est les cas d'infection nosocomiale. Et donc qu'elle soit endogène, exogène, à partir du moment où le patient il prouve que avant l'intervention, parce que pareil, c'est souvent dans le cas d'une intervention, on voit rarement des infections nosocomiales attrapées dans les cabinets de médecins traitants, médecins généralistes. Quand le patient rapporte la preuve qu'il était sain avant l'intervention et qu'il a déclaré cette infection nosocomiale par la suite, la preuve elle est assez vite faite qu'il l'a attrapé dans l'établissement, la clinique ou l'hôpital dans lequel il a été opéré. Et donc dans ces cas-là, c'est exception faite du premier régime, c'est encore la responsabilité, la solidarité nationale qui vient prendre en charge les sinistres les plus graves. S'il y a un critère, il faut un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%. Ça fait référence aux nomenclatures des préjudices. Vous avez des préjudices qu'on dit temporaires, d'autres permanents. Le déficit fonctionnel permanent, c'est l'atteinte qui sera permanente. Là, par exemple, la perte d'un œil, la perte d'un bras, la perte d'une mobilité, etc. Donc ça, on a des tableaux faits par des conseillers médicaux et qui nous disent telle perte, c'est tant de pourcentage. Voilà. Donc, un petit peu plus en détail sur la mise en œuvre de la responsabilité des acteurs de santé, je vais vous faire la distinction entre le secteur public et le secteur privé. Sauf erreur de ma part, je crois que vous travaillez pour la majeure partie en libéral, c'est bien ça? Ou certains font... oui, tous. Il y a des praticiens hospitaliers également? D'accord. Donc,
Donc pour les patients pris en charge dans le secteur public, le droit applicable, c'est le droit public. Et donc il faut voir, on se demandera toujours en fait sous quel statut vous exercez et en quelle qualité. Si vous exercez dans le public, vous êtes certainement salarié en fait du public, et donc ce sera normalement la responsabilité de l'établissement pour lequel vous êtes salarié qui se verra engagé. Sauf dans certains cas, et dans ce cas-là, ça c'est la faute personnelle. Donc on se distingue la faute de service, donc là c'est la faute de l'agent qui a fait, il a fait une faute et il engage sa responsabilité, enfin la responsabilité de l'établissement. Il existe aussi des fautes personnelles qui sont détachables des fonctions, donc on a 2 cas de figure, la faute commise hors du service et sans lien avec le service. Ça peut être l'exemple d'une personne qui arrive alcoolisée dans son service et qui fait une erreur. Ça sera une faute personnelle et détachable des fonctions. C'est la faute aussi réalisée à l'occasion du service, et si c'est une faute retenue si d'une exceptionnelle gravité ou avec une intention de nuire. Donc là, ces personnes peuvent même, en cas de telle faute, voir leur responsabilité engagée au pénal. Il existe un cumul des fautes, donc une faute d'organisation de service peut être cumulable avec une faute personnelle. Ça arrive que effectivement le service soit mal organisé et qu'en plus une personne ait délibérément eu l'intention de nuire à un patient. Malheureusement, c'est des cas qu'on voit. Et donc dans ces cas-là, c'est l'assureur de l'employeur qui prend en charge le dossier et qui indemnise si effectivement la faute est reconnue. Je vais assez vite parce que je pense que ce n'est pas le nœud de la question, mais si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est juste pour la fonction hospitalière ou quelqu'un qui est salarié, les médecins du travail qui sont salariés d'une association, ou les médecins ici qui sont salariés de l'association, ça rentre dans ce cadre-là ou ils sont... Alors ça c'est pour le public, c'est la fonction hospitalière. Je pense que quel contrat ils ont vos médecins quand ils sont à l'association? Ils ont un contrat. C'est bien, c'est un bon début. Quand vous dites quel contrat, c'est-à-dire ils n'exercent pas, en tous les cas, ils sont employés de l'association. Oui. Ils ne sont pas des libéraux. Oui, ils sont salariés de l'association. D'accord, et ils n'ont pas d'exercice libéral? Non, enfin pas à ma connaissance. Je pense Dans l'association. Oui, enfin, en dehors de l'hôpital, vous avez un exercice, en dehors de l'association, vous avez un exercice libéral. Mais au sein de l'association, tous les médecins qui y travaillent sont salariés de l'association. D'accord. Donc pour moi, c'est la responsabilité de l'association qui pourrait être engagée. Oui. Parce qu'il y a un lien de subordination et que le salarié répond à l'association. Donc c'est vrai pour toutes les associations dont vous parlez probablement. Les médecins qui exercent dans votre association, ils n'ont pas de contrat responsabilité civile conclu à titre personnel. C'est via l'association? Si, je pense que Valérie, toi, tu as ton propre contrat. Oui, moi j'ai un propre contrat avec Oui, parce que vous exercez à titre libéral. Est-ce que vous avez déclaré? Vous êtes un contrat personnel, oui. D'accord. Enfin, comme on a à l'hôpital, on a tous des contrats. Oui, oui. À l'hôpital, on a une responsabilité civile aussi. Oui, qui interviendrait en fait dans le cadre de faute personnelle. Si c'est une faute de l'agence, c'est la responsabilité de l'établissement. Mais je pense qu'il faudrait que j'étudie plus à même de manière plus précise peut-être vos contrats pour pouvoir répondre précisément. Est-ce qu'on est correctement couvert à l'association? Bon. Sinon, j'ai un agent d'amédiciel au fond de la salle qui pourra peut-être vous renseigner. Il se plante, mais... D'accord, bah écoutez... il est peut-être somnolent, je vais prendre rendez-vous. Alors, et s'agissant des patients qui sont pris en charge dans le secteur privé, encore une fois, tout dépend du statut et de la qualité sous lesquelles intervient ce professionnel, mais en principe, l'établissement va être responsable du médecin, c'est l'article 1384 du Code civil, et c'est la responsabilité sans faute du commettant du fait de son préposé. Donc le commettant, c'est le responsable en fait de la personne du médecin et il va être responsable de ses agissements. Or, en fait, l'abus de fonction, c'est le préposé qui va être personnellement responsable s'il agit en fait sans autorisation, à des fins personnelles et hors de ses fonctions. C'est assez logique
que, en fait, dans ces cas-là, il voit sa responsabilité personnelle engagée. Le médecin qui cause un dommage à un patient, c'est sa responsabilité personnelle du médecin qui est engagée devant les juridictions civiles. Je pense que vous savez que dans le système de droit, on a une dichotomie, on a deux systèmes en fait, le judiciaire, civil et administratif. Quand schématiquement, quand vous exercez à titre libéral, on va aller devant le tribunal civil, le juge civil. Quand vous êtes salarié dans le public, on va aller devant le tribunal administratif. Si vous engagez la responsabilité de l'établissement du CHU, c'est le tribunal administratif. Si vous engagez la responsabilité, si votre patient engage la responsabilité d'une clinique, c'est le juge civil. Pour des questions d'indemnisation. Si c'est des fautes pénales, on va devant le juge pénal. Voilà. Mais, pardon, j'ai fait une aparté, mais du coup, par rapport à ces fautes, encore faut-il que la faute lui soit imputable. Donc, elle peut être imputable à la clinique aussi. On revient sur la faute personnelle du personnel salarié, une faute d'organisation du service. Et on peut avoir un cumul de fautes du médecin et une faute de la clinique. Dans ce cas-là, on parle de responsabilité in solidum. Les deux sont responsables et vont se partager en fait l'indemnisation qui sera donnée aux patients en fonction des pourcentages de responsabilité qui seront donnés. On peut dire la faute du médecin, c'est 75%, elle a engagé 75% du dommage du patient et le reste ça peut être 20 ou 25%. Toujours moins de 100 ou égal à 100. Et donc, j'en viens aux différentes procédures. Donc, j'ai un petit peu abordé ces questions avant, mais je voulais que vous ayez bien ces différentes procédures en tête. Votre responsabilité, elle peut être engagée sur plusieurs plans. Donc, tout d'abord, la voie amiable, c'est directement entre les parties. L'exemple type, vous voyez qu'un patient, il n'est pas très content, il n'est pas satisfait des soins prodigués, il vient vous demander mais est-ce que vous n'auriez pas pu faire ça ou ça, potentiellement, il pourrait vous envoyer une lettre de réclamation. Là, je vous invite à en faire part à votre assureur RCP, de manière à ce qu'il vous donne les conseils les plus avisés aux faits d'espèce. Donc, n'hésitez pas à le faire, même à titre conservatoire. En tout cas, à la médicale, ça n'augmente pas votre prime et on ne vous met pas en surveillance de portefeuille. Il n'y a pas une alerte rouge, attention, il nous a déclaré un sinistre à titre conservatoire. Bien au contraire, on préfère que vous le fassiez parce que ça nous permet de désamorcer certains conflits et de vous aider dans l'accompagnement avec un patient qui pourrait être récalcitrant. On cherche, on fait des recherches pour vous répondre, pour vous conseiller au mieux, donc n'hésitez pas à le faire. Ces patients, souvent, la plupart du temps, ils cherchent à obtenir une indemnisation en argent, une indemnisation pécuniaire, et donc on va étudier le dossier, faire appel à un médecin conseil qui va étudier toutes les pièces, et en fonction de l'avis de notre médecin conseil, on statuera sur l'engagement ou non de votre responsabilité. Si jamais on considère effectivement que vous avez fait une erreur, une faute, on tâchera d'indemniser le patient. Donc, et oui, une expertise amiable peut avoir lieu également en fonction, ça peut être amiable, donc là on est dans le cadre amiable, donc c'est amiable, mais ça peut être unilatéral ou contradictoire. Unilatéral, c'est uniquement fait par votre assurance. Contradictoire, c'est en présence du patient, avec l'assureur du patient potentiellement, et donc le médecin conseil de notre assureur, etc. C'est des réunions d'expertise dans lesquelles il peut rapidement y avoir beaucoup de monde. Il ne faut pas se laisser impressionner et normalement, si vous êtes bien accompagné par votre contrat d'assurance, vous êtes accompagné par un médecin et parfois même par un avocat. Donc vraiment, j'insiste sur la prévention par rapport à ça. N'hésitez pas à nous tenir informés pour éviter que le dossier dérape et prenne des proportions qui seraient bien plus importantes. Il y a une deuxième procédure qui existe. C'est devant la commission de conciliation et d'indemnisation, et que c'est notamment pour les infections nosocomiales. Vous devez certainement savoir qu'en fait, l'État, la solidarité nationale ont créé des fonds. C'est l'amiante, les fonds Mediator ont créé en fait des cellules particulières qui vont venir indemniser un certain type de préjudice, un certain type de dommages. Donc, cette procédure, elle se fait sans représentation obligatoire par un avocat. Donc, le patient peut directement envoyer sa demande à la commission de sa région
il y a des critères de compétences en fonction du dommage pour lequel le patient envoie sa demande. La plupart du temps, quand la commission s'estime compétente, donc les seuils de gravité, les critères sont atteints, elle désigne un expert ou un collège d'experts en fonction des spécialités et des spécificités du dossier, qui va faire une expertise et qui va se rendre un rapport et nous dire si oui ou non il y a une faute et la responsabilité pourrait être engagée. À la suite de ça, il y a une séance collégiale en présence des magistrats, en présence également des avocats. Vous êtes invités à venir pour faire part de vos observations. Et à la suite de cela, il y a un avis rendu par la commission. Donc soit un avis de rejet, votre responsabilité n'est pas retenue, soit elle est retenue. Et dans ce cas-là, votre assureur est invité à faire une offre au patient dans un délai de 4 mois. Ensuite, vous avez également la procédure contentieuse, que j'ai déjà un petit peu évoquée, donc judiciaire ou administrative. Juste 2-3 mots, la représentation, elle est obligatoire. En fait, pour les litiges en deçà de 10 000 €, la représentation par avocat, elle n'est pas obligatoire. Et la plupart du temps, pour les dommages corporels, on est bien au-delà de 10 000 €. Donc, la plupart du temps, la présence d'un avocat est obligatoire. En fait, c'est quasiment la même procédure que devant la CCI. C'est une procédure en référé expertise avec la désignation d'un expert qui va organiser une réunion et on va regarder tout l'historique médical du médecin et encore se prononcer sur la responsabilité. À l'issue de l'expert va rendre un rapport sur lequel votre assureur, votre avocat pourra faire des observations sous la forme de dire. Donc on pourra dire attendez, non, on n'est pas du tout satisfait, on n'est pas, c'est pas juste ce que vous avez, c'est pas correct ce que vous avez inscrit dans l'histoire du patient, votre raisonnement n'est pas correct par rapport aux données acquises de la science au moment des faits, etc. On peut faire des observations pour essayer de faire changer d'avis l'expert et tâcher de faire en sorte qu'il ne retienne pas votre responsabilité. Après, donc, l'expert rend son rapport définitif. Donc, si votre responsabilité est engagée, on est encore amené à faire une offre d'indemnisation si on estime qu'effectivement il y a lieu de le faire. Et on peut aussi refuser de le faire. Et dans tous les cas, le patient peut en tout cas saisir un tribunal, on dit au fond, pour tenter d'obtenir la liquidation de ses préjudices. Donc, c'est en fait obtenir son indemnisation par rapport à ses préjudices. La traduction en fait pécuniaire de ces préjudices. Et cette procédure contentieuse, elle est, comme je vous le disais, donc, portée devant le tribunal judiciaire pour les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé, les cliniques, et devant le tribunal administratif pour les établissements publics et leur personnel. Et enfin, la quatrième et dernière procédure, donc dite ordinale, qu'on voit malheureusement de plus en plus. Je vous faisais référence tout à l'heure aux fautes d'humanisme. Il y a beaucoup de patients qui font des procédures devant le Conseil de l'ordre parce qu'ils estiment que leur médecin a eu un comportement déplacé pendant la consultation. On l'a pris en charge trop rapidement. Tel radiologue ne lui a pas donné 5 minutes de son temps pour lui lire son examen. Voilà, c'est des choses qui arrivent et on le voit de plus en plus. C'est malheureux. Donc, vous avez tous un code de déontologie auquel vous devez vous conformer. La procédure ordinale, en fait, le but, pour le patient, c'est d'obtenir une sanction par rapport à une violation qu'il estime avoir subie d'une obligation déontologique. Vous êtes jugé par vos pairs, en fait, et qui peuvent, à l'issue de la procédure, soit vous faire un avertissement, un blâme, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'interdiction temporaire, voire définitive d'exercice, et la radiation. Donc c'est à prendre, je pense, au sérieux. Et en préalable obligatoire, vous avez l'obligation de vous présenter à une conciliation. En fait, le patient envoie une plainte au Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre vous en informe, si votre patient vous n'a pas informé avant. Et le Conseil de l'ordre organise une réunion de conciliation. Je vous invite à y aller parce que c'est encore un moment clé dans ce type de dossier. Vous pouvez vous expliquer. Souvent, vous désamorcez beaucoup de conflits pendant cette réunion de conciliation.
Parfois, le patient il veut juste quelques explications que vous ne lui avez pas données pendant la consultation, ou des excuses parfois. Et parfois, il vaut mieux s'excuser platement, même si vous n'en pensez pas un mot, que d'avoir une procédure qui déraperait en chambre disciplinaire et avoir potentiellement un blâme ou une interdiction d'exercice. Donc, vous, en fonction des conseils qu'on pourra vous donner au fait de l'espèce et de la plainte de votre patient, je vous conseille en tout cas toujours de vous présenter à ce genre de conciliation pour éviter que ça dérape devant la chambre disciplinaire. Et donc, pardon, j'avais oublié la procédure pénale très rapidement, et c'est certainement une des procédures peut-être dans lesquelles, en qualité de médecin qui vérifie les permis de conduire, vous pourriez voir votre responsabilité également engagée. Le but, c'est réprimer le coauteur ou le complice d'une infraction. Donc, on regarde cette responsabilité toujours par rapport à 3 éléments. Donc, un élément légal, c'est l'existence d'un texte d'incrimination. Une personne ne peut jamais être pénalement incriminée sans l'existence d'un texte, sinon on serait dans une dictature. Il y a un élément matériel également, l'existence d'un fait, donc toujours action ou inaction, abstention, et un élément moral, c'est l'intention de le commettre. Mais s'agissant de la responsabilité des médecins, on reconnaît souvent l'homicide ou les blessures involontaires, voilà, du fait d'une imprudence. Donc c'est clairement pas la procédure dans laquelle votre responsabilité est le plus engagée. Donc je passe assez rapidement, sauf si vous avez des questions. Non, je vous ai vraiment endormi là, c'est la somnolence à son stade, monsieur. Il est 22h dans le sommeil. Non, c'est l'hypoglycémie après qui va. Donc, je vais finir sur des questions qu'on m'avait potentiellement, qu'on m'avait soumises et qu'on m'avait dit qui pourraient vous intéresser. Donc, c'est quelle est la valeur de la décharge de responsabilité. Donc en fait, cette attestation, cette décharge de responsabilité, elle n'a aucune valeur. Nul ne peut renoncer à son droit d'ester en justice. C'est quelque chose c'est une valeur, c'est un principe constitutionnel, et ça, aucune décharge de responsabilité ne pourra faire enlever ce droit au patient. Le patient, il pourra toujours engager votre responsabilité. Donc je reviens sur ce que je disais au début. Ce que vous pourrez faire, par contre, c'est vous constituer la preuve que vous avez bien informé le patient et donc échapper à votre responsabilité. Faire en sorte que votre responsabilité, elle ne soit pas retenue. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le devoir d'information. C'est la clé de voûte, à mon sens, de toute prise en charge. Et avec la petite expérience que j'ai, je sais que parler au patient, l'informer, ça désamorce beaucoup de conflits. Donc vraiment, il faut être très vigilant. Et donc sur ce droit à l'information, eh bien, ça concerne le droit à l'information sur son état de santé, sur le respect de sa volonté de ne pas être informé de son état. Ça, c'est très compliqué, je pense, pour vous, soignants, de le concevoir, mais ça arrive. Quelqu'un qui veut être dans le déni de sa maladie, ne pas se soigner, vraiment mettre ça à distance, eh bien, c'est très compliqué, je pense, pour vous en pratique, mais ça, il faut le tracer dans le dossier et voilà, trouver les moyens de prouver que ce patient n'a pas voulu se faire soigner. Donc, je reviens sur effectivement l'information de qualité, toujours accessible et loyale, personnelle. Le patient, il a aussi le droit à avoir un accès direct à son dossier médical. C'est quelque chose d'ailleurs, si on vous envoie une demande de dossier médical, il faut y répondre très rapidement. Les textes, il n'y a pas de délai, mais faites-le dans les 10-15 jours pour ne pas avoir de soucis, parce qu'après on peut demander une saisine. Et dans ce cas-là, après c'est une personne du Conseil de l'ordre qui vient avec le patient pour saisir votre dossier. C'est moins sympa que d'envoyer une lettre recommandée. L'envoi du dossier médical, c'est la même chose. Constituez-vous une preuve. Vous l'envoyez avec une lettre recommandée, ou vous le remettez en main propre au patient contre un récépissé, remis ce jour au patient. Et vous gardez un double. Ça va de soi, c'est votre preuve. Et donc le patient peut être aussi informé à sa demande des frais auxquels il est exposé. Ça paraît très basique, mais on voit vraiment de tout en responsabilité civile professionnelle. Et donc aussi un petit focus sur la responsabilité du médecin en cas de refus de traitement. Donc dans la mesure où le patient il a le droit de participer à la décision médicale, il peut consentir ou pas à se faire soigner. Donc il peut participer activement aux décisions médicales qui le concernent. Il a le droit de refuser son traitement ou un acte médical. Il a le droit également de quitter l'établissement à tout moment. Et donc
le moyen de vous prémunir pour pas voir votre responsabilité engagée, c'est vraiment votre tenue de dossier et bien échanger. Et je ne l'ai pas mis dans mes slides, pardon, mais par rapport au permis de conduire que vous évoquiez juste avant, en fait, ça ne rentre pas dans la responsabilité médicale pure, parce qu'on a un régime de responsabilité en droit français, qui s'appelle la loi Badinter, en fait. Lorsque un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident, c'est l'assureur de ce véhicule terrestre à moteur qui a causé l'accident qui va indemniser la victime. Suite à ça, cet assureur va pouvoir faire une action qu'on dit récursoire, il va aller chercher la responsabilité des autres personnes. Donc, peut-être qu'en face, il y avait un conducteur alcoolisé, on ira chercher la faute de la victime alcoolisée qui était en face. Je n'ai pas trouvé dans les recherches que j'ai faites, mais je ne suis pas spécialisée en auto, en RC automobile, de cas où on avait retenu la responsabilité d'un médecin qui avait prescrit des médicaments qui pouvaient générer de la somnolence. Il y a toujours la responsabilité du patient. Dans ce genre de cas... Avec les enfants, ça a été reconnu. Moi, je crois. Elle a été reconnue. Enfin, en tous les cas, je pense que la conductrice, elle a été reconnue de fois par un prudent, je ne sais pas quoi. Pas qu'elle ait été reconnue. Ils en avaient parlé pendant un moment. Oui, parce qu'ils vont chercher leur responsabilité. Mais là, à mon avis, si elle est salariée, c'est davantage la médecine du travail qui peut être inquiétée, plus que le médecin qu'elle aurait pu voir en libéral. Comme les conducteurs d'avion, etc. Enfin, ils sont aussi normalement très suivis et c'est la responsabilité du médecin du travail qui veut assurer le suivi et qui serait inquiété le cas échéant. Mais par exemple, un patient qui a un accident et s'il est reconnu somnolent, ou si on suppose une somnolence, on peut être par exemple l'assurance peut avoir... Alors, il y a une grande différence entre supposer et prouver. Oui, mais ce que vous supposez, est-ce qu'on pourra le prouver? En général, on dit aux patients, mais si vous avez un accident, votre responsabilité, elle est engagée. Mais comment ça se passe en pratique, en fait Alors, en pratique, en fait, l'assureur du véhicule va indemniser et après, on va tâcher de montrer la faute, mais comme dans un accident lambda, je vais dire, de la sécurité, enfin, sur la route, on va regarder, grâce à des caméras qu'on pourra trouver, grâce à des témoins qui seront sur place lors des faits, quelle voiture a fait une faute de conduite et si un véhicule accidenté a effectivement fait une faute de conduite, l'assureur qui fera l'action récursoire viendra en fait essayer de diminuer, enfin de faire jouer la faute de la victime, de dire voilà, la victime elle a fait une faute, donc ça viendra en déduction de son indemnisation. Mais de base, la personne elle sera indemnisée par l'assureur du véhicule qui a causé le dommage. Après, en fait, malheureusement, je ne pourrais pas répondre de manière générique à ce type de questions parce que c'est toujours une histoire de clauses dans les contrats et de faits d'espèce. Donc, c'est des mécanismes de responsabilité qui viendront s'empiler et on ira chercher celui qu'il faudra appliquer en l'espèce. Le fait qu'il y ait un texte de loi inapplicable mais qui existe, est-ce que ça peut... C'est un peu la question. Vous avez dit, ok, l'information, on a bien compris. Je crois qu'on va regarder en tous les cas pour nous, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait bien. Ce qui devient compliqué, c'est quand il faut personnaliser, vous dites, il faut s'adapter. Des fois, il faudrait beaucoup de temps. Donc je pense qu'on va quand même essayer de trouver quelque chose qui sera raisonnable, qui permettra de montrer que ça peut être aussi le fait qu'il y ait un personnel auxiliaire, c'est-à-dire quand il y a déjà 2 présents, plus ça peut être une façon de faire pour dire qu'on a consolidé ça. Mais la question, c'est quand même vraiment ça. On nous a montré là qu'il y a un texte de loi qui demande, qui exige un certain nombre de choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être opposable? C'est-à-dire finalement, c'est pas faisable, parce qu'on voit bien, il n'y a pas assez pour faire des tests, on dit déjà entre 4 et 6 mois de délai. S'il fallait le faire à tout le monde, on n'y arriverait pas. Donc c'est pas faisable. Mais est-ce que ça reste opposable? Je pense que tant qu'il n'y a pas de sanction dans le texte, et je ne l'ai pas lu en détail, mais tant qu'il n'y a pas de sanction, ça ne peut pas être opposable. À mon avis, c'est de l'incitatif plus que pour sanctionner. Ça ne pourra pas être opposable tant qu'on ne met pas une obligation de... Pour un assureur, c'est pas opposable. Le chauffeur de bus qui a un SAS, qui a un trou du sommeil, une somnolence, qu'on a diagnostiqué, avec qui on a fait une superbe
information comme vous le demandez, qu'il y a un accident, lui, il ne peut pas se voir opposer le fait qu'il aurait dû être suivi, qu'il aurait dû faire des tests, etc. Ça dépend du contexte. Ça vraiment, je suis malheureusement pas en mesure de vous répondre de manière précise parce que tous les contrats auto en fait n'ont pas les mêmes clauses d'exclusion et n'ont pas vocation à s'appliquer de la même manière. Et donc pour le médecin, parce que je reviens à ce que vous avez dit, effectivement, nous on a un devoir déontologique et autres. Il y a quand même un certain nombre d'exclusions. Je sais pas moi, en régulation, quand on avait des enfants avec des parents dont on sentait bien qu'il y avait des risques, les enfants étaient en danger, on faisait quand même une déclaration immédiatement aux services sociaux, alors toujours avec des formes, en disant on pense qu'il y a un problème, ils doivent avoir une enquête, etc. Aujourd'hui, un parent il y en a qui ont des enfants, qui conduisent, qui vont peut-être mettre en danger la vie de leurs enfants. On est finalement presque dans une clause d'exclusion où il y a des enfants en danger, donc eux ils sont mineurs, c'est pas eux qui peuvent décider. Est-ce que là-dedans, le secret médical, il peut être levé au point de pouvoir solliciter directement le permis de conduire? Et si on ne le fait pas, est-ce qu'on est à mon sens, du coup responsable? Vous outrepassez votre obligation le secret médical. À mon sens, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a un vide juridique et qu'il faudrait trouver un moyen peut-être de contourner cette règle pour pouvoir en informer. Je pense que soit la loi elle est faite pour le chauffeur de bus scolaire, c'est la même chose. Mais le chauffeur de bus scolaire, normalement, il est salarié et la médecine du travail est censée quand même. C'est à elle de gérer plutôt cet aspect-là. Ouais. À l'heure actuelle, à mon sens, par rapport au droit actuel, mais à mon sens. En tous les cas, votre message sur le plan assurantiel, que ce soit en public, en libéral ou dans notre cadre associatif, c'est l'information qui doit vraiment être le maître mot. En disant après, le patient, il se débrouille avec sa santé s'il veut. Il reste libre de faire ce qu'il veut de sa santé. Il pourra, même si vous l'avez informé sur tous les risques, il pourra refuser de se soigner. Et donc refuser d'informer son employeur et refuser de cesser de travailler. C'est, je pense, très frustrant pour vous, mais malheureusement, c'est les limites de vos prérogatives par rapport à cet aspect. Le patient, et ça c'est les textes qui le disent, il a le droit de se faire soigner, il a la liberté d'aller voir tel professionnel ou un autre, il a le droit de ne pas en voir, et donc vous ne pouvez pas le contraindre. Enfin, on le sait. Le seul problème, c'est qu'il met en danger d'autres personnes. Celui qui à 3h du matin va traverser l'autoroute et en embarquant 2 autres voitures qui n'ont rien demandé. Comme s'il picolait en fait. Oui, mais c'est exactement. Il peut avoir toute l'information. Sauf que là, là, on a fait un diagnostic. L'alcool n'a pas toujours. Là, c'est un test, un diagnostic médical. C'est un petit peu différent. En tout cas, il y a des corporations qui ont bien réglé le problème. Par exemple, chez Air France, si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, vous êtes déclaré inapte. En raison, bien sûr, de la nature du travail que vous faites et des décalages horaires, le travail de nuit, etc. Donc le problème, il ne se pose même pas. C'est une évidence. Il ne faut même pas revenir. Il faut être comme ça, clair, avec des textes. Mais je pense que c'est si on avait autant de process que dans l'aviation civile, on aurait certainement moins d'accidents médicaux. On le sait, je prends souvent cet exemple. On n'a pas envie de se faire opérer par quelqu'un qui a 30 heures de garde. On n'a pas envie de faire un Paris-New York avec quelqu'un qui n'a pas dormi pendant 30 heures. C'est le chauffeur routier, c'est pareil. Mais les chauffeurs routiers, ils travaillent de jour, de nuit. Ils sont souvent quand même à risque. C'est la législation qui devrait évoluer, mais pour l'instant, à mon sens, il y a ce vide. Merci beaucoup. On va Ça, c'est un petit document que j'ai trouvé qui simplifie, qui est très simple. Je ne sais pas si les médecins généralistes les connaissent. C'est docteur, est-ce que c'est grave si je conduis? C'est un texte qui a été fait par la sécurité routière, qui rappelle un peu les grandes lignes de l'histoire. On en a parlé avec le docteur Joly juste quelques minutes. C'est très généraliste. Ça se télécharge sur Internet. Vous avez les grandes pathologies, vous avez les devoirs du médecin traitant et les réserves. Et notamment donc juste la somnolence dans le syndrome d'apnée. Et donc voilà, c'est même pour les patients, ça peut être intéressant. Il y a même, je crois, une campagne d'affichage pour les salles d'attente. Et c'est assez. Docteur, est-ce que c'est grave si je conduis? Ça s'appelle. Et c'est très généraliste, mais ça donne quelques
qu'il y a une question pour chacun des orateurs, oratrices, avant qu'on aille peut-être se restaurer, je pense que je vais t'installer. Pas de questions complémentaires, ça pourrait être autour peut-être du buffet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.